Bien, mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Avant de débuter cette audition, je vous rappelle que notre commission doit désigner des rapporteurs dans le cadre des missions dont notre bureau a décidé la création. Au vu des indications que les différents groupes ont transmises, je vous propose donc de procéder à la nomination comme co-rapporteurs de Madame Hélène Laporte et Monsieur Thierry Benoît pour la nouvelle mission d'information sur les problématiques économiques de l'abattage dans le contexte de réduction des cheptels, de Monsieur Sylvain Carrière et Madame Sandra Marceau pour la mission d'information sur la stratégie de marché de la filière vitivinicole, de Messieurs Jérôme Nury et Éric Botorel pour la mission d'information sur le New Deal mobile, de Madame Marie-Noëlle Battistel, Monsieur Philippe Bollot pour la mission d'information sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, et à la demande des groupes politiques, seraient également membres de cette mission Monsieur Xavier Albertini, moi-même, André Chassaigne, Madame Julie Lernous, ainsi que Messieurs Nicolas Maisonnet, Vincent Roland et Mathias Tavel. De messieurs Stéphane Delautrette et Julien Gabaron, ainsi que de Madame Sophie Panonacle pour la mission sur l'application de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie, et de messieurs Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos, ainsi que de Madame Aurélie Trouvé pour la mission d'évaluation de la loi Egalim 2. Et enfin, je vous propose la nomination de Madame Marie-Noëlle Battistel, Monsieur Jean-Pierre Vigier pour siéger au Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, de Monsieur Hervé de Lépinot pour siéger à la commission d'examen des pratiques commerciales, et de Madame Sandrine Nosbé et Monsieur Éric Botorel pour siéger au sein de la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Et je vous demande donc l'assentiment de notre commission. Il en est donc ainsi décidé. Bien, mes chers collègues, Monsieur le Président, l'objet de l'audition de cet après-midi est de vous entendre, Monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, accompagné de Monsieur Luc Smessart, vice-président et président de la Commission sociale et fiscale. En réalité, je ne crois pas que votre audition nécessite une longue introduction, Monsieur le Président. Depuis la crise agricole de février dernier, depuis une forme de réveil de l'ensemble des pouvoirs publics, disons-le, de nous-mêmes aussi, depuis les questions de revenus, de normes, d'injonctions parfois contradictoires, de concurrence parfois inéquitable que vivent les agricultrices et les agriculteurs de France, qui se sont largement exprimés, indignés, et la colère, et leur colère est évidemment arrivée jusqu'à nous. Depuis les mesures annoncées, mises en œuvre par le précédent gouvernement, la loi d'orientation et d'avenir agricole proposées ont marqué des avancées concrètes qui ont été interrompues par la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis, d'autres difficultés se sont ajoutées. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner la question de la filière viticole, du blé, de l'élevage et des crises sanitaires qui sont actuellement en cours et qui marquent extrêmement fortement, de manière conjoncturelle, mais sans doute pour longtemps aussi, les filières partout sur notre territoire. En un mot, vous dire que nous comptons bien dans cette commission rattraper le temps perdu avec, vous l'avez constaté aujourd'hui, le lancement d'une mission d'information sur les abattoirs et la filière économique de l'abattage en France, la poursuite de la mission d'information sur la filière vitivinicole, la poursuite de la mission d'évaluation sur Egalim 2, et j'espère que nous pourrons les entendre rapidement, les travaux de nos précédents collègues Anne-Laure Babot et Alexis Isard qui avaient mené une mission sur la question des prix et des revenus et de la formation des prix, notamment en matière agricole. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que comme vous avez travaillé, je crois, cet été à un certain nombre de propositions, nous sommes évidemment à votre écoute aujourd'hui pour les entendre et les travailler dans les délais les plus restreints. Et nous entendrons, je le précise évidemment, mais les collègues sont au courant, dans les prochaines semaines, l'ensemble des autres syndicats agricoles. Je vous remercie donc d'être venu dans des délais aussi brefs et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre invitation. Je voudrais évidemment vous saluer toutes et tous, mesdames et messieurs les députés, vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. J'avais eu l'occasion de venir m'exprimer devant cette commission le 10 avril de cette même année, à un moment où nous étions en pleine préparation du projet de loi d'orientation agricole. On sait ce qu'il en est advenu. Et donc tout l'intérêt de cette nouvelle invitation, Monsieur le Président, c'est de refaire le point sur la situation. J'ai compris que j'avais une dizaine de minutes, donc je vais essayer d'être assez bref, puisque j'ai compris que c'était essentiellement des questions qui convenaient sur les questions qui convenaient d'échanger. Depuis que nous sommes venus, je m'autorise un rapide, pour poser la situation, un rapide
tour. Il reste un peu moins de 400 000 exploitants agricoles dans ce pays, dont 100 000 ont une production brute standard inférieure à 25 000 euros. Nous avons une pyramide des âges qui conduira mécaniquement, si je puis dire, à un renouvellement important des générations dans les 5 à 7 ans qui viennent, avec le départ de près de 50% de nos collègues, ce qui signifie que le paysage va en être bouleversé et que, évidemment, pour nous, il y a, et c'est le ferment de notre engagement, 3 choses qui comptent dans la vision de la FNSEA. La première, évidemment, se tient autour de la question du revenu et de la compétitivité de nos fermes, où qu'elles se trouvent sur le territoire et quels qu'en soient les différents modèles. Et une ferme reste une entreprise, quelle qu'en soit sa taille. Et évidemment, si l'agriculteur ou l'agricultrice, à la fin de l'année, n'est pas capable d'avoir un compte de résultat positif, on raconte l'histoire qu'on veut, on peut parler de la transition qu'on souhaite. Il se trouve que, évidemment, l'entreprise ne demeure pas. Le deuxième, c'est évidemment celui de l'attractivité du métier et du renouvellement des générations. Il faudra qu'on puisse parler positivement de ce métier parce qu'il a aussi de belles valeurs et de belles qualités à faire valoir. Pour autant, encore une fois, que le point numéro 1 soit achevé. Et donc, on a besoin, dans les 10 prochaines années, de faire en sorte que ce métier soit promu au niveau des jeunes générations, avec des profils agricoles ou des profils non issus du milieu agricole. En tous les cas, faire en sorte qu'on ait de nouveaux talents qui viennent nous rejoindre. Et enfin, on a besoin, évidemment, de continuer à exprimer auprès de la société ce qu'est l'intérêt de la souveraineté alimentaire et de la production en France, pour tout ce qui concerne, évidemment, la question alimentaire, la question agroalimentaire, mais aussi tous les périphériques, si je puis dire, la production d'énergie demain, les aménités positives qu'offre ce métier. Et pour ça, encore faut-il en avoir conscience, et c'est tout le sujet du positionnement du prix de nos produits, de la question de l'accès, du pouvoir d'achat d'un certain nombre de Français, de la précarité alimentaire qu'on rencontre, que vous rencontrez dans vos circonscriptions, et qui sont autant de questions que nous nous posons. Et donc cette agriculture, on la veut ni déconnectée, ni couper des réalités de la vie, mais entre la nécessité de vivre de son métier, la nécessité de pouvoir se projeter pour attirer des talents et de continuer à expliquer pourquoi notre modèle de production agricole si diversifié en France a une raison d'être. Il faut pour ça qu'on réponde à un certain nombre de questions. C'est ce que nous avons voulu porter depuis le printemps. Donc, vous vous souvenez des panneaux retournés, du On marche sur la tête, des mouvements qui ont été menés partout en France. Et je le dis avec y compris des gens qui sont parfois éloignés de l'engagement syndical, beaucoup de jeunes, des gens qu'on n'avait jamais vus, en tous les cas une prise de conscience très globale, avec un soutien, me semble-t-il, massif de l'opinion publique pour expliquer en quoi continuer à conserver une agriculture performante dans ce pays avait du sens, à la fois pour la production, à la fois, encore une fois, pour tout ce qu'elle porte autour des modèles de changement, des défis, du changement climatique, évidemment, de la restauration de la biodiversité, des sujets de moyens de production, que ce soit l'eau, que ce soit les produits phyto, que ce soit les semences, autant de sujets qui nous importent. Alors, fort de ce constat, on avait posé là aussi 3 piliers qui nous paraissaient évidemment importants. C'était la question du sens et de l'engagement du métier. C'est tous les sujets autour de la mise en route, y compris des décisions qu'un certain nombre de parlementaires ont prises. Je prends l'exemple des retraites que le Parlement, enfin en tous les cas l'ancienne mandature, avait voté à la majorité des députés et qui, au moment où on se parle, n'est toujours pas mise en œuvre et qui attend qu'une forme d'équité puisse se mettre en place, puisqu'aujourd'hui, pour un agriculteur avec une carrière complète, on parle d'une retraite de l'ordre de 1 000 euros. Et je vous passe les retraites indigentes des conjoints collaborateurs ou des pensions de réversion qui sont évidemment pas au niveau de ce qu'est l'engagement et l'équité qu'on peut attendre dans notre pays. C'est toutes les questions autour de la compétitivité, et nous l'avions très tôt dénoncé, considérant que notamment le projet de loi d'orientation agricole qui avait été proposé aux parlementaires n'abordait peu ou pas les questions de la compétitivité, et notamment absolument pas les questions fiscales. Je vois que ça n'a pas guère avancé depuis, mais en tous les cas c'est un sujet central pour nous, faire en sorte qu'on puisse trouver les modalités. Donc nous l'avions dit, il y avait un certain nombre de sujets qui nous convenaient, l'agriculture reconnue comme d'intérêt général majeur, les sujets ayant trait à l'installation et à la transmission, mais qu'il y avait beaucoup de sujets qui n'étaient pas portés, les phytos, l'agrivoltaïsme, Egalim, enfin voilà, donc autant de sujets qui nous semblent importants. Et nous avons constaté, comme l'ensemble des Français, que la décision du chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale avait conduit à la suspension des travaux législatifs qui avaient été menés, avec un vote en première lecture sur cette loi, et donc l'arrêt total de l'ensemble du mouvement. Si je le dis, c'est parce que
Au moment où nous nous trouvons, nous avons d'abord fait le constat qu'il y avait une forme de très grande frustration dans le monde agricole, avec le sentiment qu'un certain nombre d'engagements pris au printemps n'étaient pas au rendez-vous. Alors, j'essaie d'être équilibré. Il y avait quand même des mesures qui avaient été prises qui vont dans le bon sens pour les exploitations agricoles. Je pense notamment à celle concernant le GNR, qui s'est mis en application au mois de juillet. Et aujourd'hui, n'importe où sur le territoire, quand vous achetez un litre de gasoil non routier, vous avez cette remise immédiatement sur votre facture qui évite de l'administratif, si je puis dire, qui favorise la trésorerie des exploitations et facilite la vie des agriculteurs. Et ça, c'est une avancée, et donc il faut le faire. En revanche, un certain nombre de mesures annoncées par le Premier ministre à l'époque ne sont pas rentrées en application. Elles concernent le législatif pour ce qui concerne la PLOA, mais ça, vous avez suivi, mais aussi tout un tas de sujets réglementaires. Par exemple, le contrôle unique dans les exploitations qui avait été promis pour l'été n'a pas été mis en œuvre. Et je rappelle qu'aujourd'hui, n'importe quel agriculteur ou agricultrice de ce pays peut subir de 35 à 40 contrôles différents. Je m'empresse d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'échapper au contrôle normal de l'utilisation de l'argent public, mais quand vous êtes un agriculteur et que vous avez parfois 3, 4, 5 contrôles dans une année, avec le caractère anxiogène de ces contrôles, ce n'est pas complètement logique, et il y a suffisamment d'agriculteurs pour que tous les corps de contrôle puissent faire leur boulot, sans surajouter ce type de problématique. Voilà, donc je prends quelques exemples, on pourra creuser si vous le souhaitez. Et derrière, et c'est ce qu'on mesure aujourd'hui, et il se trouve que j'étais ce matin au SPACE à Rennes, qui est le premier grand salon de la rentrée, si je puis dire, et qui concerne notamment les sujets d'élevage du Grand Ouest, la question autour de la simplification reste une question absolument centrale dans le dispositif. Qu'est-ce qui fait que on peut faciliter la vie de nos exploitations et ça ne coûte pas un centime au budget de la nation, dont on sait qu'en ce moment, il est très challengé, mais chacun son job, ça, ce sera le vôtre, même si on a des idées à vous soumettre. Alors, ça, c'était le printemps. Il se trouve, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, que l'été, mais ça, c'est la vie d'une exploitation agricole, a été peu propice, pour des raisons qui tiennent au climat, dans un certain nombre de régions, avec des constats marqués, la plus faible récolte de blé depuis plus de 40 ans dans notre pays, des vendanges qui ont lieu actuellement, qui laissent à penser qu'on aura une diminution de l'ordre de 20%, je n'ergote pas sur les chiffres, et puis un sujet sanitaire qui nous a frappé en plein été et qui concerne une grande partie du territoire et quasi tous les élevages, avec cette fameuse FCO, qu'elle soit de sérotype 3 au nord de la France, mais qui est déjà bien largement descendue, de sérotype 8 dans le sud de la France, avec des mortalités qui sont importantes, et puis la MHE, cette maladie qui concerne les bovins, que nous avions dans le sud de la France, mais qui s'est très largement déployée depuis, enfin, le retour de la grippe aviaire avec quelques cas de résurgence, notamment en Bretagne. Ce constat, il amène évidemment les agriculteurs à se poser des questions. À court terme, j'y reviendrai. Et puis enfin, après le côté très structurel dont j'ai parlé, le côté conjoncturel de l'été, le constat que la situation politique que chaque Français observe est pour le moins indécise, en tous les cas peu claire pour les agriculteurs, et qui donc s'interrogent sur est-ce qu'on aura une loi, de quelle nature, dans quel délai, est-ce qu'on aura un projet de loi de finances, est-ce que ce projet de loi de finances reprendra les promesses qui avaient été engagées au printemps sur une mesure pour les bovins, sur de l'épargne de précaution, sur l'installation et la transmission, enfin tout autant de sujets qu'on pourra aborder avec vous. Tout ça rend évidemment beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déceptions, mais je pense que vous avez ces échos dans vos circonscriptions. Et le sujet se traduit pour nous donc, si je me projette maintenant, en deux effets. Un effet de très court terme, qui consiste à dire que nous avons besoin de financement dans nos exploitations parce que le monde agricole, et je l'ai communiqué de la sorte, a besoin en ce moment d'un PGE. Au moment de la Covid, le monde agricole n'a absolument pas eu accès, enfin, ou eu besoin d'avoir accès à ce type de produits. C'est le moment dans lequel nous sommes. Évidemment, ce financement des cycles d'exploitation, sujet de trésorerie, sujet d'accompagnement, sujet d'indemnisation, notamment des pertes concernant les FCO, la MHE. Et puis, le sujet numéro 2 d'urgence, c'est la nécessité d'obtenir des vaccins concernant l'élevage, parce qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, il y a des shorts de vaccins, il y a des manques de vaccins, et que quand vous êtes éleveur et que vous voyez la pandémie soit vous frapper, soit se rapprocher de vous, et que vous voulez agir, bien, la plupart des cas, vous n'avez pas les vaccins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas nulle part, je dis que c'est de manière très inégale, et que pour un certain nombre de vaccins, c'est difficile. Ça, c'est la FCO.
Pour la MHE, les vaccins vont arriver avec 2 millions de doses qui ont été acquises par l'État au mois d'août. C'est une bonne nouvelle. Mais comme ces 2 injections, ça concernera simplement 1 million de bovins, et au moment où on se parle, c'est trop court. Alors, on est conscient que le fabricant, qui est un fabricant français, et je me réjouis d'investissement dans l'innovation et la recherche qui a aussi été fait en France, aujourd'hui n'est pas capable d'en délivrer plus. Voilà. Donc l'urgence, c'est financement des cycles d'exploitation dans tous les domaines et dans tous les territoires, et possibilité d'avoir des vaccins. Ça, c'est tout de suite maintenant. Deuxième chose, c'est qu'ensuite, il faudra répondre à la vision politique, évidemment au niveau national, et c'est tout ce qu'on attend dans le cadre de la loi. Alors, faisons le constat que, et nous l'avions dit, cette loi avait un certain nombre d'avancées, mais ne nous paraissait pas complète, je l'ai indiqué. Nous avons mis, après le choix de la dissolution faite par le président de la République, notre été à profit pour dire finalement, puisque nous pensons que les corps intermédiaires ont du sens et que notre rôle, c'est pas simplement dans le commentaire, mais qu'on veut être des acteurs de la manière dont on construit notre avenir, nous avons mis avec les jeunes agriculteurs à profit l'été, si je puis dire, pour être capable de proposer un texte de loi que nous avons appelé « Entreprendre en agriculture », qui reprend l'intégralité des sujets qui ont été abordés depuis le début de l'année, ceux qui étaient dans le texte et ceux qui n'y étaient pas et qu'on aurait voulu voir. Je précise tout de suite qu'il y a 2 volets qui n'y sont pas, mais qui est un choix que nous assumons. C'est le volet concernant le foncier, parce qu'il n'y était pas au départ. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, pour couper court tout de suite à des interrogations, mais en tous les cas, il n'est pas dans ce texte. Et la deuxième chose, c'est le statut de l'actif agricole, parce que ce statut sera discuté au niveau européen dans quelques semaines. Et donc, nous avons fait le choix, pour éviter d'avoir un texte dans lequel il y aurait de trop nombreux articles, de ne pas les mettre. Je redis que c'est un sujet sur lequel nous souhaitons évidemment continuer à travailler. Donc nous avons apporté ce texte, nous avons communiqué dessus, il est à la disposition de chacun. Je le dis tout de suite, ce n'est pas un sujet de savoir si c'est clé en main, pas clé en main. Ceux qui font la loi, ce sont les parlementaires, c'est très clair pour nous. Mais après tout, notre rôle, c'est aussi d'être des contributeurs à ce qui peut se passer. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour terminer mon propos, je laisse donc Luce Messard, qui a suivi le projet, vous décrire les 6 points qui sont là. En tous les cas, puisque la question m'est posée très souvent, les journalistes adorent cette question, est-ce que vous allez ressortir rapidement sur le terrain ? Je veux dire que notre rôle à nous, c'est pas d'être en permanence sur le terrain, en tous les cas de la manifestation. Notre rôle à nous, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et donc, on en propose, elles sont sur la table, elles sont à la disposition des parlementaires. On attend évidemment avec impatience d'avoir un gouvernement, parce que d'expédier les affaires courantes pendant 3 mois, ça ne nous permet pas d'avancer. Et le monde agricole a été tout l'été sur la brèche, et que si le constat, au terme du mois et demi qui vient, c'est que rien n'a bougé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, évidemment, personne ne sera surpris que le monde agricole se dise à nouveau que, n'ayant pas été entendu, il est légitime à utiliser son droit de manifester. Mais encore une fois, pour nous, ce qui compte avant, c'est de travailler, c'est de faire en sorte de trouver des solutions, et puis ensuite, chacun prendra ses responsabilités, nous prendrons les nôtres. Merci, Monsieur le Vice-président. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cette loi Entreprendre en agriculture, on le met sur la table. Et j'espère que vous en ferez bon usage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester avec notamment la LOA qui est en suspension aujourd'hui. Je peux dire que dans le quotidien de nos exploitations, il y a une vraie attente dans les fermes, après les engagements et du Président de la République et du Premier ministre, et sur lequel on a repris, comme l'a dit Arnaud, 6 points. Le premier, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on a porté tous ensemble, cette notion de souveraineté alimentaire, la production. Et finalement, encore la semaine dernière, le nouveau Premier ministre appuyait sur le fait que la nécessité de produire sur nos territoires, et je crois que c'est indispensable. Donc, avec ce qu'on disait, c'est toute la notion d'intérêt général majeur, c'est toute la déclinaison, comment on fait pour justement, avec des vrais indicateurs, pour renverser les courbes de beaucoup de production dans beaucoup de filières sur lesquelles, quand on importe 50% de notre alimentation, je crois qu'il y a urgence. La deuxième partie, c'est tout ce qui est lié à l'accompagnement sur les transitions. On le voit bien, cette année 2024 est encore marquée par justement par rapport à ce changement climatique. Les agriculteurs ont travaillé à ciel ouvert, donc on a vraiment besoin que ce soit du sanitaire, du climat. Une année c'est la sécheresse, une année c'est l'excès d'eau, et il faut absolument qu'on puisse, sachant qu'il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs, et puis en même temps aussi, ils sont solutions, c'est-à-dire que notamment sur le captage du carbone, là on peut trouver ensemble des solutions et on peut porter des éléments. La troisième partie, elle est essentielle, elle n'était pas dans la LOA, c'est tout ce qui est lié aux revenus. Monsieur le Président, vous parliez
de ce qui a été fait par Madame Babot et Monsieur Alexis Izard sur les Galim, le rapport qui avait été remis fin juin. Il est important que justement cette loi Egalim soit appliquée dans pleine et entière, c'est indispensable. Mais derrière ces éléments de la prise en compte de la matière première agricole, des coûts de production, c'est tout ce qui est lié à la compétitivité et c'est indispensable. On l'avait regretté dans la LOA. Je crois que tous ces éléments-là, et ça passe par des éléments qu'on va retrouver dans le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Arnaud a fait quelques allusions. C'est justement l'épargne de précaution pour faire de la gestion pluriannuelle. Quand on a fait une bonne année en 2021, 2022 ou 2022-2023 selon les productions, la capacité justement de pouvoir mettre de côté. Quelques agriculteurs, voilà, on est un peu plus de 30 000 à avoir fait cette épargne de précaution qui est nouvelle, hein, puisqu'elle a évolué surtout en 2019. Donc des éléments par rapport à ce point-là, des éléments par rapport à la taxe foncière non bâtie, ça reste, il y a eu un travail de fait sur les taxes à la production, c'est une vraie taxe à la production, donc comment on avance? C'est la mesure élevage pour éviter cette décapitalisation qui est en route, comment on fait pour limiter cette décapitalisation et continuer cette production. Et puis toute la quatrième et la cinquième partie, c'est tout ce qui est lié à l'attractivité et au renouvellement des générations. On doit installer le maximum d'agriculteurs dans les 5 à 10 ans, puisque il y a à peu près la moitié des agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite, donc comment on fait? Et donc c'est tout ce qui était dans les textes et sur lesquels on était complètement en accord dans la loi d'orientation agricole, tout ce qui est lié justement, ce qui permet à ceux qui vont transmettre les 150 000, 160 000 agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite, comment par des éléments liés à la fiscalité, liés à des éléments de plus-value, donc on pourra revenir sur le sujet, mais en tout cas c'est indispensable. Comment aussi on accompagne mieux sur la formation initiale mais la formation continue, comment on fait aussi, loi entreprendre en agriculture, c'est aussi la gestion, qui est des modules qui sont importants dans une exploitation agricole, donc on puisse porter ces éléments-là pour justement derrière dégager du revenu. Et puis le dernier point, le dernier axe, Arnaud en a fait allusion, mais il est indispensable, c'est cette fameuse simplification que les Français en appellent de tous. On l'a porté. Il y a eu 2500 propositions qui sont remontées de tous les départements en janvier-février par les préfets qui sont sur la table aujourd'hui. Il faut que ça serve. Et il y a une partie, de temps en temps, je pense qu'il y a certains textes qu'on pourrait peut-être se passer. Il y a des fois où il faudra alléger, puis il y a des fois il faudra surtout les adapter pour éviter ces injonctions contradictoires qui nous fait qu'aujourd'hui il y a des dates où on doit respecter, mais en même temps on doit faire des choses qui nous sont complètement contradictoires. Finalement on finit par faire ce qu'on peut. Vous avez de la chance, c'est que les agriculteurs ont encore du bon sens, donc ils font pas n'importe quoi, mais à un moment donné quand on fait ce qu'on peut et on écrit ce qu'on doit écrire, je peux vous dire qu'on est complètement perdu, et c'est là que justement pour remettre le bon sens à l'endroit, c'est ce qu'on a voulu avec cette loi entreprendre en agriculture. Je pense qu'avec ces éléments-là, on a de quoi justement, mais ce qui est important, c'est qu'on s'en saisisse tous, que vous en saisissiez rapidement. Il y a urgence, parce qu'au-delà de ce qu'a dit Arnaud sur le conjoncturel, il y a besoin d'une vision, de porter ces éléments-là. Et puis je pense que le soutien des Français durant nos manifestations ont montré que les Français sont derrière nous parce qu'on a besoin de produire notre alimentation chez nous. Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction particulièrement claire. On va passer donc aux orateurs de groupe. Je vous rappelle que chacun dispose librement de 4 minutes, peut reprendre la parole au sein de ces 4 minutes si elle ou il le souhaite, pour que nos débats soient le plus vivants possible. Et nous commençons avec le groupe RN, avec Madame Hélène Laporte. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Rousseau pour cette audition. Personne ici n'en disconviendra, l'agriculture française traverse aujourd'hui une crise profonde et généralisée. Nos filières animales sont exsangues, c'est le cas de notre filière bovine, dont le cheptel a perdu 2 millions de têtes depuis 2016. Notre filière avicole, alors que plus d'un poulet sur 2 consommé en France est importé. Notre filière de fruits et légumes accuse aujourd'hui un déficit record de 5 milliards d'euros, ce qui correspond à un doublement sur la décennie écoulée. La crise concerne aussi notre viticulture, alors que le plan d'arrachage gouvernemental, qui fut malheureusement la seule réponse à la perte de marché de nos vignerons, et mon département du Lot-et-Garonne en est lourdement impacté, va concerner 100 000 hectares de vignes. Et même le secteur céréalier est à la peine cette année, avec une baisse de 25% de la production de blé tendre. Au-delà des aléas climatiques et de la mutation des habitudes alimentaires, tous ces exemples sont surtout autant d'illustrations accablantes d'un mal profond qui nous frappe. L'agriculture est accablée de normes administratives et environnementales chaque année plus restrictives. Nos filières sont dans le même temps tenues de faire face à une concurrence de production étrangère contre laquelle il est illusoire d'imaginer une compétition équitable. Et malgré tout, dans ce contexte désastreux, continuent les négociations avec le Mercosur, vous n'en avez pas parlé. Elles ont repris au cours de ce mois de septembre et malgré l'opposition unanime du monde agricole, il y a un accord commercial qui pourrait être conclu avant la fin de l'année, qui va mettre nos exploitations familiales françaises en concurrence brutale
avec le mastodonte agricole brésilien. Le Brésil, je rappelle, qui est le premier exportateur mondial de viande bovine et de poulet et le premier consommateur mondial de produits phytosanitaires. Le Brésil, malheureusement, ne s'encombre d'aucune des normes que doivent respecter nos producteurs et il est clair que l'ensemble du monde agricole doit faire entendre sa voix et maintenir une pression maximale sur le gouvernement français et sur les institutions européennes pour empêcher la conclusion de cet accord. D'ailleurs, j'ai déposé une proposition de résolution en ce sens. Chaque nouvel accord, on peut le dire, de libre-échange, c'est toujours un coup de massue au niveau du monde agricole. Il y a des filières entières qui disparaissent. Quels vont être vos axes de mobilisation à ce sujet? Ça, c'est très important pour qu'on puisse donner après un retour au niveau des agriculteurs. De plus, vous en avez parlé, la loi d'orientation agricole, elle n'a répondu que très imparfaitement aux demandes du monde agricole. Il y a eu certes quelques aménagements, mais il n'y a pas eu de réponse sur les accords de libre-échange, sur les surtranspositions, sur la fragilité croissante du revenu des agriculteurs ou encore la faiblesse des exigences d'information du consommateur. Et tous ces paramètres, c'est ce qui fait le revenu de l'agriculteur. On déplore par ailleurs l'alourdissement supplémentaire de la pratique agricole qui a été imposé par le recours obligatoire à une nouvelle structure d'accompagnement et de conseil pour tout candidat à l'installation ou encore l'instauration d'un diagnostic modulaire. Nous avions voté contre ces dispositions. Donc j'ai entendu vos réponses, notamment par rapport à cet examen sur la LOA. On espère bien sûr qu'il va revenir, mais vous parlez que le foncier n'est pas un sujet. Moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est au niveau des agriculteurs, le foncier, c'est un sujet dont on doit parler, mais rapidement. On ne peut pas toujours le mettre de côté en se disant on verra plus tard. Donc voilà, j'aimerais un petit peu vos retours, donc s'il vous plaît, sur le Mercosur et également sur la loi d'orientation agricole. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Président. 1 minute. Alors, sur le Mercosur, évidemment, j'en ai pas parlé, mais je pense que la situation est connue et la position, en tous les cas, de la FNSEA est connue. Nous sommes hostiles au Mercosur, considérant que cet accord est un ancien accord et que l'équité n'est pas respectée, qu'il n'y a pas de clause miroir, il n'y a pas de réciprocité et qu'on ne peut pas supporter 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaire importée. Mais puisque vous parlez du Mercosur, j'ai un deuxième sujet qui nous préoccupe beaucoup. Alors, je souhaite qu'en tous les cas, la France continue à s'opposer et j'ai compris que le nouveau Premier ministre entendait utiliser le veto de la France. Le fera-t-il? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce qu'il a dit. Un deuxième problème que vous n'avez pas abordé, mais qui m'inquiète beaucoup, c'est la réaction de la Chine face à ce qui se passe sur les véhicules électriques. Et je le dis, le cognac va être frappé de près d'1 milliard d'impact, avec le risque d'une taxe qui monterait à 39%. Et donc, on a eu des échanges avec un certain nombre de sociétés de cette région. Le cognac, c'est une chose, mais il y a aussi les produits laitiers et le porc aujourd'hui, qui est aussi concerné par cette démarche. Et évidemment, si l'Europe assume de dire qu'elle veut lutter contre ça, il faudra aussi qu'elle dédommage les secteurs entiers qui seront impactés. Donc, sur le Mercosur, on est très clair. On a un petit problème, je vous le dis, c'est que le prétendu, en tous les cas, le nouveau commissaire putatif, je le dis parce qu'il faudra qu'il passe devant le Parlement pour être est plutôt favorable au Mercosur. Donc ça, il va falloir qu'on ait une discussion. Donc on l'aura dès qu'on pourra le rencontrer. Parce que ce sujet est d'abord un sujet européen. Merci, et puis un mot sur le foncier, comme je vous l'ai indiqué, c'est pas un sujet qu'on écarte. Je dis qu'on n'a volontairement pas mis là parce que sinon on avait des articles dans tous les sens, mais on est très conscient. Je ne me cache pas sur le fait que voilà. On pourra poursuivre. On y reviendra bien sûr. Dans les questions sans doute. Pour le groupe EPR, Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FNSA, merci pour votre présence devant notre commission. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je voudrais rappeler notre attachement à notre agriculture et à nos agriculteurs dont le travail est indispensable pour nous nourrir, pour entretenir nos paysages et aussi pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En début d'année, nos agriculteurs ont exprimé leur colère face à la baisse de leurs revenus, l'augmentation des charges et l'empilement des normes liées à une réglementation trop complexe. Ils ont demandé au gouvernement des mesures concrètes et rapides. Le gouvernement, dirigé alors par le Premier ministre, M. Gabriel Attal, a pris et annoncé une série de mesures telles que le soutien à la trésorerie des exploitations les plus en difficulté, l'abandon de la hausse du prix du gazole non routier, le versement des aides de la PAC au 15 mars, un plan Éco-Phyto 2030 mieux et plus concerté, un travail entrepris aussi pour aller vers une amélioration des retraites agricoles. Ces mesures d'urgence sont nécessaires mais ne sont pas suffisantes. Face aux nombreux défis que doit relever la ferme France en matière économique, de résilience face au changement climatique, de transition écologique et de renouvellement des générations, nous devons privilégier une réponse structurelle. Dans ce contexte, la priorité de notre groupe est double: la protection de nos agriculteurs et la préservation de notre souveraineté alimentaire. Une première étape a été franchie avec le débat et l'adoption par notre Assemblée du projet de loi d'orientation agricole en mai dernier. Nous souhaitons la poursuite
de l'examen de ce projet de loi d'orientation au Sénat au plus vite. Notre volonté, c'est aussi de poursuivre le travail de simplification et de tout faire pour assurer la compétitivité des exploitations qui sont confrontées aux aléas économiques, sanitaires et climatiques. Monsieur le Président, nous avons pris connaissance de votre projet de loi « Entreprendre en agriculture » dont vous venez de rappeler les principaux objectifs. Je pense que nous pouvons travailler donc à ces dispositions. Notre groupe, en tout cas, y est prêt. Nous pensons plus particulièrement à la disposition autour de la création de livrets d'épargne souveraineté agricole, l'abrogation de la séparation vente-conseil pour les phytosanitaires, l'augmentation des sanctions en cas de non-respect des lois Egalim ou encore l'allègement de la fiscalité des baux agricoles. Pour finir, je voudrais avoir une pensée pour nos éleveurs qui subissent actuellement, vous avez évoqué, une grave crise sanitaire qui menace dans de nombreuses régions les cheptels ovins et bovins. Ces épizooties provoquent des situations dramatiques pour les élevages qui en sont victimes, comme j'ai pu le constater dans mon département du Rhône ces derniers jours. Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement propose une campagne de vaccination volontaire avec la prise en charge par l'État de certains vaccins. La stratégie vaccinale mise en place ainsi que les programmes d'indemnisation des éleveurs d'ovins et bovins touchés par ces maladies vous paraissent-ils à la hauteur de la crise ? Et vous avez un petit peu évoqué ces sujets, mais est-ce que vous avez de votre côté chiffré les besoins à venir, enfin immédiats et à venir, en vue notamment de ce qui pourrait se passer potentiellement en 2025 ? Merci. Merci, cher collègue, Monsieur Rousseau. D'abord, merci de faire référence au travail qui a été formulé. Je voudrais juste vous indiquer sur 2 points que vous avez soulevés, monsieur le député. Le fait que concernant les prêts de trésorerie qui étaient très attendus, et notamment l'accompagnement par la BPI, il ne s'en est pas fait un seul au moment où je vous parle. Et donc c'est une attente qui demeure, et c'est une des raisons pour lesquelles cette urgence est importante. Et puis vous aviez fait écho d'éco-phyto 2030. Nous, notre sujet, c'était le pas d'interdiction sans solution, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que la production française se retrouve en incapacité alors qu'un certain nombre de nos compétiteurs ont des matières actives dont on ne dispose plus. C'est juste un sujet d'équité, mais on veut continuer à travailler, et je le dis parce que je trouve que la députée est sortie, donc on ne pourra pas dire que je sers les choses, mais en tous les cas, il y a un travail qui avait été fait avec le ministère de l'Agriculture pour faire en sorte qu'on trouve les voies et moyens de conserver un certain nombre de matières actives, y compris dans des sujets de production orpheline. Le sujet, c'est pas d'être accro-phyto, le sujet, c'est vraiment de faire en sorte qu'on continue à pouvoir produire en France et de ne pas apporter des produits qui utilisent ces matières actives et que nous n'avons pas en France. Sur le sanitaire, donc au ce moment, est-ce que le dispositif convient ? Sur les vaccins, on en a besoin urgemment, il y a un certain nombre de commandes qui ont été faites. Est-ce qu'on est parti trop tard ? Moi, ce qui compte maintenant, c'est qu'on rattrape le retard et qu'on aille très très vite. Et sur l'indemnité, on n'en parle pas. L'indemnité, je voudrais le dire, c'est indemnité de perte et indemnité de perte d'exploitation. C'est les deux. C'est pas juste l'animal mort, c'est aussi celui qui a avorté, celui qui a pas. Voilà. On pense que c'est à hauteur de 300 € par brebis. On a dit qu'on pensait qu'à la fin, il y aura à peu près 10% sur le carreau. Il va falloir entre 100 et 150 millions, c'est sans les bovins. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe LFI, Madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, et Monsieur le Président Rousseau. D'abord, je voudrais dire qu'on partage avec vous beaucoup d'inquiétudes. D'abord, l'absence totale d'un gouvernement responsable depuis 3 mois, l'enchaînement des crises, rester sans réponse, et par exemple avec le problème que vous soulignez à juste titre de l'accès pour tous au vaccin, les paiements des mesures agro-environnementales, des aides bio qui restent en attente, bref, tout ça qui fragilise encore un monde agricole en proie non seulement à une crise systémique, mais à une année particulièrement difficile, et on comprend et on partage votre colère. Elle est d'autant plus forte pour nous que nous avons des éléments du budget 2025 et que pour l'instant, vous le savez, le budget agricole, si l'on compte l'inflation, serait amputé, d'après nos ressources en tout cas, mais vous savez que nos sources, elles sont malheureusement partielle ou même inexistante, puisque le Premier ministre s'est mis hors la loi hier en ne donnant pas les documents budgétaires au président de la Commission des Finances. Manifestement, il y aurait une baisse de 8% du budget agricole, ce qui est évidemment pour nous inadmissible, et nous aimerions savoir sur quoi, par ailleurs. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais c'est au bas mot 400 millions d'euros. Évidemment, nous nous battrons contre ça, si c'est bien le cas, lors de l'examen du projet de loi de finances. Surtout que toute la rhétorique du gouvernement précédent a été, pendant la loi d'orientation agricole, qui était quand même globalement vide, surtout qu'heureusement on a retiré le groupement foncier agricole d'investissement et le bachelor agricole, cette loi d'orientation agricole globalement vide, eh bien la rhétorique c'était « ne vous inquiétez pas, nous rajoutons 1 milliard sur la table ». Bon, et on apprend aujourd'hui qu'il y aurait moins 8% dans le prochain budget agricole. En tout cas, sachez que nous serons extrêmement vigilants. Deuxièmement, eh bien, nous avons des forts points d'accord que nous allons défendre. D'abord, la nécessité de créer et de financer des contrats de transition agroécologique, parce que nous pensons que, eh bien,
D'abord, les agriculteurs veulent faire la transition agroécologique, mais que pour ça, il faut les protéger, d'où notre opposition aux accords de libre-échange et bien sûr à celui avec le Mercosur, mais aussi avec le Canada, actuellement en œuvre, même s'il n'y a pas eu d'accord de l'Assemblée nationale. Nécessité de les protéger, mais de les soutenir aussi pour faire cette transition agroécologique. Deuxièmement, c'est une bataille aussi, le fait qu'il y ait une obligation d'indication géographique des produits, qu'ils soient des produits agricoles bruts ou des produits transformés. Troisièmement, et c'est central pour nous, parce que pour nous, c'est la raison principale de mobilisation des agriculteurs, le fait d'avoir des prix rémunérateurs garantis. Alors, on peut avoir un débat sur prix plancher, etc. Comment, mais vous le savez, nous avons porté cette idée, cette nécessité dans une niche parlementaire en ce qui concerne le nouveau Front populaire, dans plusieurs niches d'ailleurs. Et surtout, nous souhaitons que le rapport sur l'évaluation des Galim, je ne parle pas de celui de Babo Izard, mais celui réalisé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale dont je fais partie, que ce rapport, qui a été interrompu par la dissolution malheureusement, puisse être pris au plus vite pour que nous puissions faire des propositions claires et nettes pour une véritable transformation de la loi Egalim qui permette d'avoir des prix justes aux agriculteurs. Je finirai juste par une idée en disant que pour nous, en tout cas, nous sommes face à un tournant historique. D'accord, parce qu'en fait, il y a deux modèles possibles face à la fois à la dérégulation des marchés et à la crise écologique. Soit on s'enferre dans un agrandissement, une sélection des exploitations, une course aux investissements et aussi à l'endettement, soit on permet de protéger, de soutenir l'agroécologie, entre autres, et de soutenir l'agriculture familiale, ce qui demande pour nous, face à cette crise systémique de l'agriculture, une transformation globale et profonde des politiques agricoles. En tout cas, c'est ce que nous défendons à la France Insoumise et dans le nouveau Front populaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il vous reste 22 secondes. Alors, juste vous dire que je vous remercie, Madame la députée, d'avoir soulevé le sujet du non-paiement d'un certain nombre d'aides, puisqu'au moment où je vous parle, sur les aides 2023, il reste un certain nombre de dossiers qui ne sont pas payés, et je le dis devant la représentation nationale, on a des craintes que le paiement des aides 2024 au 16 octobre pour les agriculteurs ne soit pas au rendez-vous. Donc on n'y hurle pas avant d'avoir mal, mais il me semble que c'est important qu'on puisse s'assurer que les choses soient en bon ordre. Sur les prix rémunérateurs, on en a déjà parlé, vous savez que nous, on est plus attachés à la construction du prix en marche avant parce qu'on est dans une économie qui est ouverte et que ce qui nous intéresse, c'est la rémunération de la matière première agricole au coût réel, et là on est prêt à discuter. Et puis ensuite, vous l'avez dit, les agriculteurs veulent bien évoluer, mais pour ça il faut leur en donner les moyens, et ce n'est pas les comptes de résultats cette année qui vont permettre de pouvoir accompagner ça sans aide particulière. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste, Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président Rousseau. On a eu l'occasion avec le groupe socialiste de dialoguer il y a peu de temps, donc mes questions vont être en complément de ce dialogue que nous avons déjà entretenu, comme avec l'ensemble des forces syndicales. Elles portent sur un élément conjoncturel, l'élevage, je finirai par ça, mais d'abord par les éléments de compétitivité structurelle qui avaient mobilisé le mouvement de manifestation. Et je voudrais vous redire, à la lecture de la proposition de loi, qui est une contribution au débat public, il ne faut pas le prendre autrement, que vous avez réalisé, 3 points que nous avons signalés qui nous semblent manquer pour une véritable compétitivité durable de l'agriculture. La question de la régulation du marché foncier avec les effets de spéculation, au-delà même des questions d'installation, ça serait une perte de compétitivité d'avoir un phénomène spéculatif sur le foncier. Deuxième question, la question de l'amont est une question qui est peu explorée, peu documentée. Alors nous savons que sur la mécanisation, sur les intrants, il y a des mouvements de prix qui sont absolument incontrôlés, injustifiés, une fiscalité qui est souvent obscure, et des mécanismes qui sont délétères pour le revenu des exploitants. Est-ce que vous êtes prêts à suivre, par exemple, à accompagner, à soutenir la proposition que nous formulons d'une extension de l'Observatoire des prix et des marges au secteur amont de l'agriculture. Enfin, sur les concurrences déloyales, on parle beaucoup, on fait des plaidoyers pour, contre, etc. Il faut rentrer dans la précision technique des sujets. Nous avons formulé une proposition avec le groupe socialiste, mais signée par 7 groupes et portée par 70 députés. J'aimerais avoir votre expertise dessus. C'est une effectivité des clauses miroirs, avec des solutions qui permettent réellement de lutter contre les concurrences déloyales, notamment en matière de présence de molécules, de détection des molécules chimiques qui sont interdites chez nous et qui sont présentes chez nos compétiteurs internationaux. Enfin, je voudrais terminer par la question de l'élevage. Il y a la question des crises sanitaires que vous avez décrites à l'envi. Elles provoquent non seulement des pertes de revenus, mais on peut tous en témoigner, une forme de désespoir
qui est terrible. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme la prédation. C'est pas seulement les pertes économiques, c'est les pertes. Il y a un effet moral sur les éleveurs qui est désastreux, et on est nombreux ici à pouvoir en parler avec beaucoup de sentiments. Donc, on est très sensible à ça. Quelles leçons je ne voudrais pas que les crises sanitaires obèrent d'autres fragilités de l'élevage. Aujourd'hui, il y a une crise de vocation. Il y a un mouvement d'agrandissement, de végétalisation qui fragilise l'élevage. Il y a une crise de vocation. Est-ce que vous aviez un plan élevage? Qu'est-ce que vous attendez de ce plan élevage? Il figure peu dans la proposition de loi que vous avez faite. Est-ce que vous avez des idées à exprimer pour qu'on ait une ambition élevage pour l'ensemble des territoires français? Sinon, on ne pourra pas parler d'agroécologie. Le reste, ce sera de la littérature. Mais j'aimerais également que sur les vaccins, au-delà des combats que nous portons tous pour l'accès aux vaccins rapides dans les différents sérotypes, etc., vous nous disiez s'il y a des adaptations structurelles de la pharmacopée française et de l'industrie du médicament pour que demain, nous puissions être plus réactifs en France, en Europe et dans le monde à des attaques sanitaires qui pourraient devenir plus fréquentes avec le dérèglement climatique. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais commencer sur la partie élevage. Dire que le plan élevage est bien dans le premier point de notre plan entreprendre dans l'agriculture, dans la notion souveraineté alimentaire. Vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a un recul de l'élevage très fortement par rapport à différentes causes. La première, c'est le revenu. Tout ce qu'on a fait sur Egalim, aujourd'hui, on voit quand même les premières prémices. Je suis producteur de lait. Quand on voit la prise en compte des coûts de production et l'organisation via les OP, et c'est ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les OP doivent discuter avec le metteur en marché avant d'aller discuter avec la grande distribution dès maintenant, dès les prochaines discussions commerciales, pour à chaque fois cranter le prix, et la prise en compte des coûts de production est indispensable. Après, il y a tout le travail du temps passé, et c'est pour ça qu'il faut porter ces éléments-là. Et puis après, on a décliné filière par filière, des plans aussi d'investissement, parce que sur beaucoup d'endroits, on est très en retard, et je pense que ces éléments-là, on a des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de faire ce métier, mais il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir le faire. Merci, vraiment très vite. Favorable à ce que l'Observatoire des prix et des marges étende son travail au matériel, et sur le foncier, on en a déjà parlé, on ne l'a pas abordé là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas prendre tous les sujets, mais très favorable à emporter. Après, on a un certain nombre de différences, mais on en a déjà parlé, monsieur le député. Merci beaucoup. Pour le groupe Droite républicaine, monsieur Guillaume Lepers. Merci, monsieur le président. Monsieur le président Rousseau, en début d'année, vous l'avez rappelé, les agriculteurs ont quitté leurs exploitations pour exprimer devant les mairies, les préfectures, sous-préfectures et certains jusqu'aux portes de Paris la colère justifiée qui était la leur. Notre groupe s'est engagé avec détermination pour la défense de propositions concrètes pour le projet de loi agricole, avec quelques avancées à notre actif. Pourtant, à l'Assemblée nationale, les blocages institutionnels et les manœuvres politiciennes ont restreint notre capacité d'action. Tout le monde ne semble pas mesurer l'ampleur de la crise et l'urgence d'y apporter des réponses. Et nous le regrettons profondément. Sur la fiscalité agricole, nous avons clairement pris position pour un allègement des charges, une simplification des démarches administratives et un renforcement de l'aide aux nouveaux agriculteurs. Les discussions budgétaires à venir nous offriront justement l'opportunité de remettre cette question au cœur du débat sans que quiconque puisse se cacher derrière une quelconque excuse. Nous avons également insisté sur l'impératif de réciprocité stricte des standards appliqués aux produits agricoles français et importés. Il est inacceptable que nos agriculteurs soumis à des normes exigeantes soient mis en concurrence avec des produits de pays aux exigences bien moindres. Si cette distorsion n'est pas corrigée rapidement au niveau européen, elle met en péril l'avenir de notre agriculture française. Concernant le droit à l'erreur, le ministre de l'Agriculture a restreint la portée de notre amendement initial. Malgré son importance cruciale pour les agriculteurs, comment, Monsieur le Président, la décision du ministre a-t-elle été perçue par les agriculteurs? Il est maintenant urgent de passer des paroles aux actes. Le pacte législatif proposé par notre groupe porte des mesures fortes sur ces différents sujets. Nous demandons donc aujourd'hui leur intégration dans un véritable loi de programmation agricole. J'aimerais sur ce point qu'il ne s'agisse pas d'un texte sans ambition, mais qui change réellement
le quotidien de nos exploitants agricoles. Je vous remercie d'avoir expliqué votre point de vue sur la nécessité de revoir le projet de loi, d'aller plus vite et d'aller plus loin. Depuis des années, mes chers collègues, le monde agricole exprime un mal-être grandissant. Dans cette période particulièrement difficile, marquée, vous l'avez dit, par des aléas climatiques terribles, des récoltes catastrophiques et des crises sanitaires inédites, nous entendons tous gronder la colère dans nos campagnes. De là cas où les décisions ne seraient pas à la hauteur des attentes et pas assez rapides, nous pouvons craindre de nouvelles mobilisations. Quel est votre ressenti, Monsieur le Président, et quelle serait la position de la FNSEA dans cette éventualité? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Smessard. Sur la fiscalité, ce qu'on va porter en priorité pour le projet de loi de finances, c'est justement la mise, simplement qu'on retrouve tous les éléments des engagements du Premier ministre et du Président de la République du début de l'année, et notamment l'épargne de précaution. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse de la gestion pluriannuelle. C'est le fait de ne réintégrer que 70% de ce qu'on épargne en épargne de précaution. On réintroduit l'année quand même où les revenus sont plus faibles. Donc, mais par contre, c'est vraiment un signe important. Ça répond aussi à ce souci des fois qu'on par peur de payer de l'impôt ou de la MSA, on va les justement introduire dans un tracteur. Donc, c'est de la défiscalisation plutôt que la gestion pluriannuelle. Et donc, les autres éléments, c'est la TFNB, diminuer la pression foncière sur ces éléments-là. Et puis, c'est la mesure élevage pour justement éviter la décapitalisation liée à l'inflation et liée à l'augmentation de la valeur des animaux. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Benoît Biteau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Arnaud et Luc de venir vous exprimer devant nous. Je vais peut-être rappeler une évidence, mais ça me paraît fondamental, c'est que nous, notre rôle ici, parlementaire, c'est d'essayer d'agir à la fois dans la réglementation et dans les politiques publiques. C'est des évidences que je souhaite rappeler parce que dans mon propos, ça va être un peu le leitmotiv. J'ai envie de revenir sur un sujet qui est plus conjoncturel, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, des aléas sanitaires, des aléas climatiques, qui sont effectivement impactants immédiatement pour les agriculteurs. C'est, je vais pas citer toutes les maladies qu'on a évoquées. C'est la faible récolte de blé liée, par exemple, aux conditions climatiques. Et s'interroger sur quels sont les outils pour répondre très rapidement à ces aléas. Et vous posez la question très, très concrètement de est-ce que on va enfin, alors qu'on a cet outil à l'échelon de l'Union européenne, mobiliser la réserve de crise pour essayer d'accompagner les agriculteurs qui sont dans ces difficultés et faire jouer ce qu'on appelle, et c'est pas un gros mot, la solidarité entre ceux qui sont pas forcément concernés par ces aléas cette année, mais qui viennent en solidarité de ceux qui le sont. Et l'année suivante, ce sera peut-être l'inverse, mais c'est ça l'objectif de la réserve de crise. Et malheureusement, cette réserve de crise n'est jamais mobilisée. Et donc, je pense que ce serait important que la profession agricole, par la voix de la FNSEA, interpelle le commissaire européen sur la possibilité, au moins pour la France, les autres pays feront bien ce qu'ils voudront, la possibilité de mobiliser cette réserve de crise. Ensuite, je voulais aborder des sujets plus structurels. Parce que si on a des aléas qu'on peut qualifier de conjoncturels, c'est que souvent, on a des difficultés structurelles. Et je vais reprendre, Arnaud, les 3 sujets mis sur la table que sont revenus, compétitivité, attractivité et production. C'est les 3 thèmes qui ont fait l'objet de votre propos. D'ailleurs, je vais associer revenu et attractivité parce que derrière ce revenu et cette attractivité, il y a aussi le renouvellement des générations. Et on ne créera pas d'attractivité si on n'est pas performant sur la constitution du revenu. Et c'est là, et c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler notre rôle, où les politiques publiques peuvent jouer un rôle. Et donc, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple,
des paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire que on parle beaucoup de production, mais et je viens d'un Parlement où le commissaire européen nous a rappelé à l'envi que ce qui menaçait la productivité de la ferme Europe, ce qui menaçait le revenu des agriculteurs, c'est précisément le dérèglement climatique, c'est précisément l'effondrement de la biodiversité. Et donc, dans cette conjoncture-là, structurellement, on doit faire en sorte que des politiques publiques accompagnent, via des paiements pour services écosystémiques, le revenu de ceux qui s'attaquent frontalement au dérèglement climatique, qui s'attaquent frontalement à l'effondrement de la biodiversité, et que ça constitue une rémunération pour ces acteurs-là. Ensuite, je voulais venir aussi sur, on a évoqué rapidement les produits phytosanitaires, éco-phyto, et l'adhésion des Français, le soutien des Français lors du mouvement des agriculteurs. Moi, je vous interroge aussi clairement sur le fait qu'on doit replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. Je pense que la manifestation des citoyens nous y invite. On doit replacer ce sujet dans un débat de société parce que les Français sont prêts à soutenir les agriculteurs, mais il faudra des contreparties, il faudra de la réciprocité et il faudra que l'agriculture soit au rendez-vous des attentes sociétales, des attentes citoyennes. Et je viens d'une région où on a des enfants qui sont victimes de cancer pédiatrique. Et malheureusement, le lien entre cancer pédiatrique et pesticides est avéré. Donc il faudra qu'on travaille aussi avec les attentes sociétales et citoyennes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, chers collègues. Malheureusement, il ne vous reste pas de temps pour répondre. Donc on passe à l'orateur de groupe suivant. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Rousseau, cher Luc, je vais tout d'abord aborder en premier lieu au nom du groupe démocrate une question qui m'est chère, vous le savez, c'est la loi d'orientation agricole, adoptée par notre Assemblée ici en première lecture par 40 voix, 149-3, et j'en étais un des rapporteurs, malheureusement deux ne sont plus là, et je sais tout le travail qu'on a fait, que nous avons fait, on a beaucoup travaillé avec vous, avec les JA, avec tous les syndicats et les différentes fédérations. J'ai aussi multiplié à l'époque les contacts avec tous les acteurs agricoles. Certes, le texte ne répondait pas à tous les enjeux, vous avez exprimé, vous avez dit ce qui manquait, j'ai bien entendu votre projet, mais il était indéniablement utile aux thèmes qui étaient abordés. Je pense en particulier à l'installation, à la simplification. C'est un chapitre entier qui a été rajouté suite aux événements de l'hiver dernier. On a beaucoup travaillé dessus ensemble. Donc, Monsieur Rousseau, ma question, c'est quelles sont aujourd'hui les attentes du terrain? J'ai bien entendu, j'ai la présentation de Luc de votre projet Entreprendre en agriculture. Mais est-ce que vous ne pensez pas que reprendre tout le débat à zéro, sur une base nouvelle, ne reculera pas trop dans le temps l'adoption de solutions concrètes que les agriculteurs attendent? Et pour certaines, ils l'attendent de manière urgente. Donc ma question, et puis certains points que vous avez évoqués sont très liés au PLF, que ce soit ceux que tu as évoqués, Luc, l'épargne de précaution, la TFNB, tout ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas plus d'urgence, je pense, ma question elle est là, à ce que ce texte déposé au Sénat le 28 mai continue sa route très rapidement pour qu'on sorte cette loi, certes peut-être modifiée au Sénat, avant la fin de l'année. Voilà, c'est ma question et j'en ai parlé avec le président de la commission. Ma deuxième, rapide, c'est que je sais qu'on partage la volonté de mieux encadrer et sécuriser les projets agrivoltaïques. J'en parle souvent avec Olivier Daugé chez vous. Mais ne pensez-vous pas que nous avons intérêt aujourd'hui à atterrir sur un modèle contractuel obligatoire? On a beaucoup travaillé ça avec mon collègue Potier aussi, quitte à ce qu'il s'éloigne du fermage plutôt que de proposer une adaptation du fermage qui ne sera de toute façon que rarement utilisée. Enfin, sur le mouton, moi j'ai une région à mouton, oui, les trésoreries sont à plat. Il faut qu'on trouve une solution aux revenus des éleveurs, sinon on aura des accidents, j'en suis persuadé. Sur le Mercosur, j'étais porteur d'une résolution transpartisane en juin dernier, qu'on a tous voté quasiment à l'unanimité contre la signature de l'accord. On en a reparlé au niveau du MODEM avec M. Barnier quand il est venu vous voir aux journées parlementaires. Il a dit, comme tu l'as dit Arnaud, que essayer de trouver une minorité de blocage et si pas, un veto. Et c'est ce qu'ils ont dans la tête aujourd'hui. Enfin, un petit détail sur la BPI, puisque j'ai questionné Nicolas Dufourcq la semaine dernière. Sa réponse, et je l'ai ici par SMS, elle est active. Donc maintenant, il faut que les banques discutent de la garantie d'État. Donc voilà, je pense que je le dis sur la table. J'ai un SMS qui me confirme qu'elle est active depuis la semaine dernière. Donc c'est des choses à voir ensemble et voilà, j'arrêterai là.
Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Bon, le Président. je me réjouis que la BPI active. Encore une fois, moi, je suis un homme de pragmatisme. Est-ce qu'à un moment, les agriculteurs sur le terrain peuvent bénéficier de ce cautionnement ou pas? Au moment où on se parle, c'est non. Si demain, c'est oui, on s'en réjouira. C'est ce que j'ai dit. Sur le timing, encore une fois, l'idée, c'est que chacun fasse son boulot. Nous, notre boulot, c'était de dire voilà ce qui manque et voilà ce qu'on veut amener au débat. Ensuite, il appartiendra aux parlementaires de savoir, et moi je n'ai pas de levier pour savoir si oui ou non le Sénat reprendra ou pas les textes. En tous les cas, s'il est repris in extenso pour que ça aille vite, il manquera un certain nombre de choses dedans, notamment des mesures fiscales, et il nous paraissait important, et j'ai compris que le sujet du PLF était quand même un sujet qui vous concernait, qu'on puisse en discuter rapidement. Sur les sujets des moyens de production, sur le sujet de l'agrivoltaïsme, sur le sujet des Galim, on a aussi besoin de réponses. On comprend que de toute façon, on ne sera pas dans les délais et que la prochaine négo commerciale sera à nouveau une discussion qui sera difficile avec l'ensemble des acteurs. Sur l'agrivoltaïsme. Merci. Allez-y. Sur l'agrivoltaïsme, nous, on est favorable, et les départements ont la main, à ce que rapidement, là aussi, on puisse discuter. Les doctrines ne sont pas les mêmes, mais c'est les CDPNAF qui ont la main. Et ce qu'on veut, c'est des projets dans lesquels on s'assure que la répartition de la valeur est juste. Merci. Mais on a fait un travail de fond, et je me réjouis que ces textes sortent. Après, chaque département a une CDPNAF qui donnera la doctrine départementale. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Horizon, Monsieur Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, Pascal a un peu anticipé la question que je voulais vous poser, puisqu'on a, dans le projet de loi d'orientation agricole, quand même répondu à un certain nombre de questions, notamment sur le sens, sur les niveaux de production, ce qui était assez novateur. J'entends le travail que vous venez de faire, et merci de l'avoir fait, mais y a-t-il ou n'y a-t-il pas une urgence dans le monde agricole en termes de réponse ? Et que si on doit reprendre de zéro l'examen d'une loi, je ne sais pas en quel mois, de quelle année ça nous porte, encore plus avec notre configuration. Donc, ne serait-il pas plus sage de simplement reprendre le texte au Sénat et de continuer à avancer malgré les incomplétudes. Et après, on a effectivement une question majeure, qui est la question du foncier. Et sur la question du foncier, on parle des revenus agricoles, mais il y a aussi les typologies d'installation sur lesquelles on met les gens qui sont derrière. Donc, c'est lié à la question des Galim, c'est lié à la question de l'agrivoltaïsme, c'est lié à la question des phytos. Enfin, tout ça, c'est l'équilibre de l'exploitation. Hein. C'est justement une manière de changer de vision sur la manière dont on installe les gens. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre la pression pour que ce texte soit repris, qu'on le finisse correctement, qu'on l'adopte, qui est déjà un premier élément de réponse, et que derrière, on complète, notamment par des dispositions que vous pouvez proposer dans votre rapport, sur la question du foncier, en prenant en charge nos sujets, phyto, agri-photo, Galim et revenus agricoles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je redis que notre rôle, c'était d'amener la complétude des sujets. Encore une fois, il y a un sujet d'urgence, hein, et puis, pour rien vous cacher, cette loi, on en parle depuis plus de 2 ans. On avait dit le prochain semestre, bientôt. Donc voilà, moi je veux bien assumer ma part de responsabilité, mais enfin il faut que chacun aussi fasse son job. Et pour le coup, celui-là ne me relève pas de ma compétence. Donc voilà, mais ce qui compte pour nous, encore une fois, c'est que des réponses soient apportées. Et vous voyez bien le degré d'urgence. Par ailleurs, il me semble que les parlementaires ont un droit d'amendement, donc il vous appartient de l'utiliser. Depuis le début, on se balade entre l'article 40 et l'article 45 pour dire ça rentre pas. Donc encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste, je vous laisse faire le travail de parlementaire. Je dis simplement que notre rôle, c'est d'indiquer l'urgence. Si le Sénat veut s'en emparer, eh bien, on accompagnera évidemment ce travail, comme on le fait depuis le début, mais on ne nous reprochera pas, dans le contexte que j'ai décrit extrêmement anxiogène, de ne pas avoir été une force de proposition qui met tout sur la table. Je crois que c'est notre rôle. Et ensuite, si les parlementaires décident que ce texte doit aller à son terme, eh bien, nous l'accompagnerons, en soulignant par ailleurs qu'un certain nombre de domaines n'ont pas été abordés et nous les avons mis dedans. Je le dis parce que, comme c'est plus de 2 ans d'attente pour un bout de texte qui ne nous paraît pas complet, vous comprendrez que le degré d'inquiétude qui est le nôtre de dire le reste on le traitera un peu plus tard est quelque chose qui nous préoccupe. Voilà, encore une fois, moi j'ai besoin que ça avance. Et si ce qui est là est repris par le Sénat, on s'en réjouira et évidemment on fera ce travail. Merci. Il vous reste 1 minute, Monsieur Alfandari, si vous voulez reprendre la parole. Je veux bien, Monsieur le Président. Non, mais on se rejoint totalement là-dessus. Mais justement, dans les choses incomplètes, pour toujours en revenir sur le foncier, il y avait quand même, au-delà du système qu'on utilise pour porter, pas porter le foncier, acquérir, pas acquérir le foncier, etc.,
une ambiance qui consistait à dire, finalement, on va avoir un renouvellement des générations absolument gigantesque, mais certains ont dit, oui, mais il n'y aura pas de problème de mobilité de la propriété du foncier. Y a-t-il ou y a-t-il pas un problème à venir dans les 10 prochaines années sur la mobilité du foncier ? 8 secondes, Monsieur le Président. Oui, il y a un sujet de statut du fermage, on en a déjà parlé et on est prêt à en discuter. Et je voudrais rappeler ici quand même devant la représentation nationale que les fermes françaises, au regard de leurs compétitrices européennes, sont quand même des fermes familiales à l'échelle modeste. Nous, ce qui compte, c'est qu'on continue à avoir des exploitations majoritairement à capitaux familiaux, je le dis très majoritairement, et on s'est opposé au GFAI, je le redis aussi, et par ailleurs qu'on puisse transmettre rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour le groupe Lyot. Pour le groupe GDR, Monsieur Yannick Monet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Rousseau, ma première question porte sur la grave crise sanitaire qui touche nos éleveurs ovins et bovins, puisque la contamination et la mortalité sur les exploitations ovines atteint des niveaux jamais atteints. Le désarroi et l'impuissance des éleveurs est à la hauteur des pertes subies à venir, mais aussi des perspectives particulièrement alarmantes pour les exploitations comme pour la filière. Au-delà des engagements qui viennent d'être pris au niveau ministériel pour la reconnaissance comme cas de force majeure dans la gestion des aides de la PAC, les députés communistes, par l'intermédiaire d'André Chassaigne, demandent au Premier ministre de prendre plusieurs mesures d'urgence que je vous demanderai d'apprécier. La première, c'est l'engagement de l'État à apporter un plan spécifique de soutien aux éleveurs, non seulement en abondant le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale à la hauteur des besoins d'indemnisation constatés sur les élevages, mais aussi en demandant l'activation de la réserve de crise de la PAC. La deuxième, c'est bien entendu la sécurisation et la mise à disposition de tous les éleveurs des quantités suffisantes de vaccins nécessaires pour les stéréotypes 8 et 3 et leur prise en charge. Et la troisième, c'est une information claire et un accompagnement spécifique des éleveurs touchés dans l'ensemble de leur démarche administrative dans les mois à venir. Et au-delà de ces mesures d'urgence, nous demandons aussi qu'un travail de fond soit lancé pour permettre à notre pays de se doter de capacités propres de recherche et de production, y compris publiques, de produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire, et la mise en chantier d'un vrai système public de prévention et de gestion des risques sanitaires et climatiques que nous réclamons depuis longtemps, système qui doit être adossé à un régime public couvrant toutes les productions agricoles et toutes les exploitations. Donc j'aimerais connaître votre sentiment sur l'ensemble de ces propositions. Puis une deuxième question rapide. Suite à l'annonce d'une possible signature de l'accord Mercosur d'ici fin novembre, ce qui constitue un énième pied de nez à tous ceux qui défendent les principes d'un juste échange et du respect de la réciprocité des normes, j'aimerais connaître l'action que conduit la FNSEA au niveau européen pour rassembler les agriculteurs et notamment les éleveurs des autres pays de l'Union européenne et leur organisation syndicale autour de cet enjeu. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, monsieur le député. Sur la crise sanitaire, je partage l'intégralité de la première partie de vos propos, sur le fait d'indemniser rapidement les exploitants, et je l'ai dit tout à l'heure, à la fois sur les pertes directes et sur les pertes indirectes, et j'ai fait un chiffrage. Là, évidemment, la connaissance de cas de force majeure. Sur la mutualisation, ça me permettra de répondre à monsieur le député Biteau sur la réserve de crise, puisque dès que nous avons sollicité le ministre démissionnaire de l'Agriculture pendant l'été, nous l'avons sollicité pour interroger directement Bruxelles, à un moment où il n'y avait pas forcément grand monde au bout du fil, parce que, évidemment, Bruxelles est aussi en ce moment en plein mouvement. Donc, maintenant qu'on a un commissaire, avant qu'il soit confirmé, on ira lui poser la question. Et évidemment, on souhaite que ça soit rapidement possible. Je rappelle que le chiffrage à ce stade dépassera les 100 millions d'euros au moment où je parle. Et on n'est pas au pic, évidemment, de la crise. En tous les cas, c'est notre estimation. Pour les sujets ensuite de recherche, on est très favorable à la mise en place de banques géniques qui nous permettent d'anticiper. Je voudrais quand même rappeler qu'on a un certain nombre de grands laboratoires en France. Je pense notamment à CEVA, mais à d'autres, qui contribuent à de la recherche, à l'innovation sur des fonds privés. Est-ce que ça doit être un service public ou pas? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité, pour ne rien vous cacher. Et je reconnais que l'ADGL, dans le travail, en tous les cas, de screening et d'avancée, est un partenaire efficace. Après, on peut s'interroger sur est-ce que ça a été le temps de réaction a été assez rapide ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut avancer. Donc les banques géniques nous paraissent être importants parce qu'on voit bien, y compris pour le sérotype 8, qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est un variant
et que la FCO8, qui n'était pas forcément aussi mortelle sur les troupeaux, l'est aujourd'hui dans des proportions qui sont intenables. Et j'avais encore un éleveur de la Loire avant de venir vous venir. Aujourd'hui, le degré de désespoir et le moral est au plus bas pour des gens qui ne savent plus comment faire pour pouvoir apporter une réponse à ce sujet. Sur le Mercosur, il me semble avoir répondu. On est raccord avec un certain nombre de nos collègues européens qui eux-mêmes peuvent avoir des problèmes avec leur propre gouvernement. Je pense à nos collègues allemands qui sont plutôt raccord avec nous, mais faisons le constat que leur gouvernement n'est pas favorable à renoncer au Mercosur. Voilà, donc en tous les cas, on travaille au niveau du COPA. Merci Monsieur le Président. Et enfin pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, les vignerons sont confrontés à une baisse durable et substantielle de la consommation de vin, tant en France qu'en Europe. La détresse de plusieurs d'entre eux a pu être identifiée pour des raisons multiples que vous avez par ailleurs évoquées, tant sur les aléas sanitaires que sur la multiplication des normes, tant sur la transmission des exploitations que sur la valorisation du métier. Pour autant, la question du marché est centrale en la matière. Tous les indicateurs le montrent, la consommation ayant ainsi diminué en volume de 70% en 60 ans dans le pays. L'évolution des habitudes de consommation est flagrante et la jeune génération n'y fait pas exception. Compter sur une inversion de la courbe à périmètre constant serait donc utopiste. Alors que les surfaces cultivées ne varient pas dans un tel ordre de grandeur, quelles sont vos préconisations pour assurer des perspectives sereines à notre filière viticole ? En particulier, et selon vous, quelle organisation devrait être mise en place pour favoriser 1. L'ajustement des capacités de production si besoin, 2. La montée en gamme des exploitations, 3. La conquête de nouveaux marchés à l'étranger, et 4. L'adaptation aux nouvelles attentes du marché national. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Pardon. Merci, monsieur le député. Donc effectivement, sur le secteur viticole, qui est un des secteurs les plus touchés par la crise en ce moment, on distinguait bien les différentes régions parce que toutes ne rencontrent pas la même problématique. Mais en tous les cas, nous travaillons sur les sujets avec l'Europe et la possibilité que rapidement soient donnés les arbitrages quant aux conditions d'arrachage, qu'elles soient définitives ou temporaires, qui nous paraît un premier élément. Madame la députée Laporte, vous avez parlé tout à l'heure de 100 000 hectares. Nous n'y sommes pas au moment où nous parlons parce que, comme souvent, tout le monde comprend la nécessité d'arracher, mais pas toujours chez soi, mais plutôt un peu chez les autres. Et donc, on a besoin d'avoir un exercice de responsabilité. Et donc, nous, on porte la possibilité d'accompagner, et je le dis aussi, avec des montants à l'hectare qui ne sont pas aujourd'hui suffisants. Et donc, on continue à travailler pour faire en sorte qu'on puisse avoir ça. Ça, c'est pour ceux et qu'il faudra qu'on accompagne. Et je redis que c'est un choix individuel d'entreprise, évidemment. Mais on a besoin aujourd'hui de pouvoir faire ce mouvement. Ensuite, sur les conditions de marché. Alors, un mot sur l'exportation. On est quand même très attaqué sur tout un tas de marchés pour tout un tas de sujets qui d'ailleurs échappent complètement parfois au sujet de la viticulture. Je pense à des sujets Airbus, je pense à des sujets chinois, je l'ai indiqué, qui viennent gréver très majoritairement. On a besoin sur ce marché de continuer à exporter. Sur la montée en gamme, on est assez méfiant parce que de la montée, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir irriguer l'ensemble des gammes, entrée de gamme, cœur de gamme et haut de gamme. Et on a, me semble-t-il, abandonné l'entrée de gamme et on s'est fait tailler des croupières, notamment par les vins espagnols, pour une grande partie. On a besoin de reprendre aussi l'ensemble des marchés. Et enfin, sur la segmentation du marché, on a besoin de travailler à des produits effectivement plus attractifs. Donc c'est tout le travail qui est fait sur la désalcoolisation, sur des vins de typicité différentes, qui permettent à certains secteurs qui étaient en crise il y a quelques années d'avoir progressé et de trouver des solutions. Mais là encore, il faut le faire en situation de construction. On a devant nous des sujets graves et urgents de restructuration, notamment concernant un certain nombre de caves coopératives qui sont aujourd'hui dans des situations intenables sur le plan économique. On a besoin de projeter les producteurs, on a besoin d'adresser la question du changement climatique avec un certain nombre de typicités de cépages. Donc tout ça est un travail de longue haleine, mais il y a la volonté évidemment de pouvoir donner des perspectives. Le vin français est très attaqué. On a besoin de continuer à le faire. Je le dis aussi parce qu'il y a tout un tas de sujets qui relèvent du comportemental sur lequel on a parfois des bras de fer avec le ministère de la Santé, alors qu'il nous semble que c'est quand même un produit identitaire de ce qu'est notre pays et sur lequel on a besoin de continuer à avancer. Dans certains secteurs, c'est évidemment des pans entiers de l'économie qui sont en difficulté. J'aurai l'occasion d'aller dans le Gers ce soir et je sais que notamment dans ce département, on a des vrais sujets à adresser. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer aux questions individuelles. On commence avec Monsieur Robert Le Bourgeois.
1 minute donc. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Rousseau, le 4 septembre dernier, le dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture a rendu son rapport et ses préconisations pour la future PAC. Certaines demandes des agriculteurs français semblent avoir été entendues, moins de formalités administratives, garantie de vivre du fruit de leur travail, meilleure répartition de la PAC elle-même, acceptons-en l'augure. Le rapport recommande aussi de décorréler les montants des aides de la PAC à la surface des exploitations, ce qui profiterait aux petites exploitations. Si l'idée est bienvenue, les agriculteurs français pourraient s'en trouver lésés, y compris les petits exploitants. Vous le savez mieux que moi, parler de petites exploitations, ça ne désigne pas tout à fait la même réalité selon qu'on se trouve en France ou en Pologne, par exemple. Cette réforme ne revêt-elle donc pas le risque de voir les aides de la PAC baisser pour les plus grandes exploitations françaises sans pour autant augmenter pour les plus petites de nos territoires, et ceci au seul profit des petites exploitations de pays où la moyenne des revenus et surface est globalement moindre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Françoise Buffet. Je souhaitais tout d'abord remercier nos représentants, M. Rousseau et M. Smesser, pour la qualité de leur intervention et de leurs réponses. Je saisis l'occasion de cette audition pour vous rappeler, ainsi qu'à l'ensemble de nos agriculteurs, que nous restons mobilisés à vos côtés pour répondre à la crise que connaît notre agriculture depuis des années. Comme cela a été rappelé, notre gouvernement, à la suite des mobilisations de fin d'année 2023, a pris de nombreux engagements pour simplifier et améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Ces mesures, complétées par le projet de loi pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations, pour lequel vous avez appelé à voter, soulignent ces avancées, comme l'inscription dans la loi de la souveraineté agricole et alimentaire, la notion d'intérêt comme notion d'intérêt général majeur, la mise en place d'un guichet unique, Cela ne semble cependant pas avoir calmé le mécontentement de la profession. Il est vrai, l'été a été difficile pour nombreux producteurs de blé, viticulteurs ou encore nos éleveurs confrontés aux épidémies qui touchent déjà de nombreuses exploitations. Ma question est donc la suivante. Parmi les 39 mesures que contient votre texte Loi Entreprendre en agriculture, quelles seraient celles à mettre en place prioritairement pour apaiser la colère de nos agriculteurs? Merci. Une deuxième collègue. question. Non, ce sera une seule question. Je suis désolé, chers collègues. C'est 1 minute. Merci beaucoup. Vous pouvez en reposer une à la fin si il nous reste du temps. Monsieur Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux représentants de la FNSEA. Une question très simple, ou très complexe, mais très courte, concernant la décapitalisation que vous avez souligné. C'est une tendance de long terme, et on voit bien les enjeux de souveraineté alimentaire qu'il y a derrière. Alors, 2 questions. Avec la fièvre catarrhale ovine, quel va être l'impact sur l'accélération de cette décapitalisation? Est-ce qu'il existe des leviers pour la limiter, voire pour la contrecarrer, et à quelle échéance ça va avoir des conséquences, notamment sur l'élevage ovin, et puis bien sur l'élevage en particulier? Est-ce qu'il existe des modèles aujourd'hui qui permettent de retrouver davantage de productivité et de ne pas devenir dépendant de pays d'Amérique du Sud ou d'Asie pour les années qui viennent? Merci beaucoup. Madame Valérie Létard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir parce qu'en fait, ça rejoint exactement la question que vous avez tous et toutes posée, mais je vais le faire parce que je viens d'une région qui a été très impactée par la fièvre catarrhale, puisque je viens des Hauts-de-France, je viens du Valenciennois, et que les premiers cas de fièvre catarrhale sont apparus dans la Sambre-Avesnois, et qu'aujourd'hui, nous sommes au 10 septembre à 594 cheptels touchés. Plus 29% de cheptels touchés, donc à la date du 10 septembre, bovins, ovins. C'est vraiment très impactant. Et s'il y a peut-être un message à délivrer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la profession a du mal à digérer cela, est très inquiète sur la délivrance d'un vaccin pour le variant 8, puisque le variant 8 est aux portes, avec la Belgique, aux portes de notre région. Il est donc très urgent de pouvoir trouver des solutions. Vous l'avez évoqué, vous en avez parlé, je vous le redis, parce que là, ce serait vraiment un nouveau coup de grâce. Une mesure budgétaire pourrait être envisagée, il me semble que vous l'apportez, sur le soutien et la déduction fiscale à hauteur de 150 € par vache sur la valeur du cheptel bovin, plafonné à 15 000 €. Pensez-vous que c'est une mesure qui peut véritablement accompagner cela? La soutenez-vous? Est-ce une mesure efficace? Merci, chers collègues. Merci beaucoup. Monsieur Charles-Henri Aloncle.
Je vais tâcher d'être un peu plus court que mes autres collègues. Merci Monsieur le Président, merci aux représentants de la FNSEA. Moi, c'est une question un peu d'actualité. J'étais encore hier avec des éleveurs dans l'Hérault qui sont durement touchés par la fièvre West Nile. C'est une fièvre qui avait frappé il y a un peu plus de 20 ans. On semble ne pas du tout avoir tiré les leçons de ce drame. J'ai pas d'ailleurs l'impression qu'on en parle beaucoup, ni dans les médias, ni à l'Assemblée nationale. Nous avons découvert qu'il y avait moins de 300 vaccins qui étaient disponibles sur l'ensemble du territoire national, moins de 300, alors que je me répète un peu, mais on a eu 20 ans pour tirer les leçons de cette épidémie. Que pensez-vous de cette impuissance publique ? Merci, cher collègue. Monsieur Patrice Martin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rousseau, comme vous le savez, la situation actuelle des agriculteurs montre que le renouvellement par la nouvelle génération n'est pas garanti. Bien que les écoles et centres de formation en agriculture accueillent de nombreux jeunes passionnés, mais ils sont conscients des réalités. Si le revenu est un facteur clé pour l'installation, la transmission des biens d'exploitation, que ce soit foncier bâti et non bâti, constitue également un enjeu majeur. Le projet de loi d'orientation agricole de la précédente législature n'apporte aucune solution concrète, se révèle inadapté et continue de complexifier les transmissions patrimoniales. Pour y remédier, le Rassemblement national propose de faciliter ces transmissions en allégeant la fiscalité, en abrogeant les droits de succession pour un agriculteur reprenant l'exploitation pour une durée d'au moins 10 ans. Le dispositif permettrait de soulager les jeunes agriculteurs d'une lourde charge fiscale qui freine leurs installations. Que pensez-vous de cette mesure et quelles autres solutions préconisez-vous pour garantir une transmission pérenne des exploitations profondément essentielles de l'avenir de leur secteur ? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Stéphane Buchou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je suis élu d'une circonscription sur le littoral vendéen où le tourisme est le premier secteur économique, mais où l'agriculture tient aussi une place particulièrement importante. Si j'y ajoute le ZAN, le changement climatique caractérisé par le recul du trait de côte ou la submersion marine. Vous me voyez arriver. Je voulais avoir, dans le temps qu'il vous restera, votre vision sur la place de l'agriculture dans les années à venir avec l'ensemble des points que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Monsieur Hervé de Lépinot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rousseau, j'ai regardé avec attention la petite vidéo que vous avez faite en marge d'un salon hier, pour vous réjouir de la nomination de M. Christophe Hansen en tant que commissaire à l'agriculture. Et vous vous félicitez parce qu'il vient du Luxembourg, un pays qui pèse pratiquement rien dans la politique agricole commune, puisque c'est trop petit pour produire. Mais vous venez de nous dire par ailleurs qu'il est extrêmement favorable au Mercosur. Donc est-ce que vous l'avez déjà challengé sur le Green Deal et ce projet délirant de la ferme à la fourchette ? Merci beaucoup. Madame Aurélie Trouvé. Merci. Alors j'avais une question pour Monsieur le Président et le Vice-président de la FNSEA. Est-ce que vous avez des éléments, vous, sur le budget à venir de 2025 ? Je vous dis ça parce que nous, en tant qu'élus de la Nation, députés, en fait, j'ai eu des éléments par des fuites de la presse. Voyez-vous, on en est un peu là. Mais par contre, donc, nous avons bien une baisse avec l'inflation de 8% du budget agricole, moins 650 millions d'euros en autorisation d'engagement. Et donc 600 millions d'euros de baisse sur la mission compétitivité durabilité. Donc je me demande d'ailleurs si c'est les aides face aux aléas, aux crises sanitaires, ou si c'est les mesures agro-environnementales. Donc voilà, je vous demande, est-ce que vous avez plus d'éléments que nous, députés élus de la Nation, qui sommes orphelins d'une quelconque information ? Voilà, et j'ai juste une deuxième petite question sur Egalim et donc ce qu'on attend des travaux d'évaluation d'Egalim. C'est vrai qu'à défaut des prix planchers, évidemment, nous sommes pour la marche en avant, mais quand même, il y a une question qui se pose sur la contractualisation. Comment fait-on quand on a aussi peu de contractualisation, par exemple en viande bovine, et quand la contractualisation est aussi injuste, quand on sait, dès le premier stade entre distributeurs et producteurs, avec des OP qui sont aussi éparpillés et aussi fragilisés ? Merci beaucoup, Madame Géraldine Grangier. Merci, Monsieur le Président. Question d'actualité aussi pour moi, puisque je lisais tout à l'heure un article qui m'informait qu'à nouveau, une génisse dans le Haut-Doubs, mon département, le Doubs, avait été retrouvée morte, égorgée par le loup. En région Bourgogne-Franche-Comté, nous déplorons désormais des attaques pratiquement toutes les semaines. Et c'est véritablement une problématique
importante pour nos agriculteurs. Aussi, bien que le plan loup préconisait un meilleur accompagnement pour l'indemnisation des éleveurs, je voulais savoir ce qu'il en était réellement. Qui prend en charge les cadavres éventrés? Qui paie les carisseurs? Et combien de temps faut-il pour que les agriculteurs soient indemnisés? Parce qu'il semblerait qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Manon Meunier. Merci, Monsieur le Président. Éric, éleveur chez moi en Limousin, m'explique: avec la nouvelle PAC, je perds quasiment 10 000 € par an parce qu'il n'y a plus de budget pour les MAEC qui sont liés à mes prairies humides d'élevage. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de l'élevage, moi? Au début, je ne fais pas le lien entre ce témoignage et l'article que je vois passer hier. Cet article qui dit « Le ministre de l'Agriculture a cédé aux demandes d'Arnaud Rousseau sur la nouvelle PAC. Seulement 0,75% des surfaces agricoles seront considérées comme zones humides et donc concernées par les nouvelles normes PAC dites BCAE2. » Et alors, je pense à Jean-Luc, éleveur en Ille-et-Vilaine, qui me disait « Je suis dégoûté, avec la nouvelle PAC, je vais pouvoir faire qu'une seule chose, retourner mes prairies. On nous pousse à arrêter l'élevage extensif. » Mais bien sûr, gouvernement et industrie agroalimentaire, dont vous êtes l'un des représentants par ailleurs, ne veulent pas céder pour assurer des prix rémunérateurs aux éleveurs. Donc, ces normes, ces aides, aujourd'hui, c'est presque tout ce qui reste pour essayer d'assurer un minimum de protectionnisme sur nos paysages d'élevage extensif. Supprimer la protection de ces milieux d'une part et supprimer les aides associées à leur conservation d'autre part, c'est donc s'assurer que les zones d'élevage extensif seront petit à petit converties vers des cultures intensives. Alors, pourquoi ces orientations, Monsieur Rousseau? Vous qui murmurez visiblement bien à l'oreille des ministres, entendez-vous aussi clairement les cris des éleveurs limousins que les alertes des céréaliculteurs de la Beauce? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Hélène Laporte. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai bien noté donc votre positionnement sur le Mercosur et j'espère vraiment que la mobilisation va amener à enterrer ce projet d'accord très rapidement. Et pour poursuivre sur le sujet des accords de libre-échange et de la situation clairement inique dans laquelle ils placent nos producteurs français, j'aimerais en outre évoquer le cas de la tomate, qui est une filière particulièrement importante en Lot-et-Garonne. L'accord entre l'Union européenne et le Maroc est vieux de presque 25 ans. Il impose une pression sans cesse plus grande à nos producteurs. Le prix d'entrée de la tonne sur le marché européen n'a jamais été révisé depuis 2000, en dépit d'une inflation cumulée de 46% pour la période. Le contingent de tomates totalement exonéré de droits de douane, à savoir 285 000 tonnes, n'a jamais été modifié alors qu'on aurait dû tenir compte de la sortie du Royaume-Uni. Et enfin, entre juin et septembre, alors que nous devrions privilégier nos productions locales, les tomates marocaines elles bénéficient d'une réduction de droits de douane de 60% qui permettent un écart de prix considérable avec le produit français. Ma question est, alors que la production française de tomates baisse d'année en année, soutenir une renégociation de cet accord, ce qui devrait être prioritaire, fait-il partie de vos combats? Je vous remercie. Merci. Monsieur Benoît Biteau, et on finira par Monsieur Fugit. Merci Monsieur le Président. Je voulais amplifier le propos de Manon sur les zones humides. On parle de difficultés de dérèglement climatique, on parle d'effondrement de la biodiversité et on est précisément sur des périmètres où on séquestre efficacement des gaz à effet de serre, où on héberge de la biodiversité patrimoniale et où l'élevage est absolument déterminant. C'est-à-dire que sans élevage, c'est ou du marécage à paludisme ou du retournement pour faire des grandes cultures. Et donc, essayer de raboter ces zones humides, essayer de raboter les financements qui soutiennent les éleveurs qui entretiennent ces zones humides, c'est particulièrement suicidaire par rapport à ces enjeux pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire que sont le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Donc on devrait faire le mouvement inverse, on devrait imaginer des paiements pour services écosystémiques sur ces zones-là, et on est en train de raboter du budget sur les pratiques d'élevage les plus vertueuses en France. Merci, chers collègues. Monsieur Fugit, et ensuite vous pourrez répondre à ces quelques questions. Monsieur. Merci, Président. Alors, deux questions diverses, je dirais. Donc, la première, c'est dans votre projet de loi, vous appelez à mieux sécuriser les projets d'agrivoltaïsme. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu évoqué. Il se développe depuis la loi d'accélération des énergies renouvelables. Mais ce développement, il connaît encore des freins, notamment au niveau de l'encadrement financier et des difficultés liées au montage juridique entre l'agriculteur et l'énergéticien. Alors moi, je voudrais tout simplement savoir qu'est-ce que vous préconisez pour amener plus de confiance pour ce type de développement de projet, ainsi que pour la méthanisation, dont nous n'avons pas encore parlé. Deuxième sujet, je voudrais aussi évoquer la situation de l'agriculture biologique, qui fait face à un contexte, comme vous le savez, économique difficile, avec dans l'année 2023 notamment, pour la première fois, on a vu un recul de 2% des surfaces converties en bio. Le gouvernement a pris des mesures conjoncturelles et il a aussi présenté, pour venir en soutien aux exploitations en difficulté, et il a ensuite proposé un programme Ambition Bio 2027 en avril dernier, et je voulais tout simplement que vous puissiez nous donner votre avis sur ce programme-là.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Vous pouvez maintenant répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer d'attaquer dans l'ordre. Monsieur le député Le Bourgeois, sur le dialogue stratégique. D'abord, merci d'avoir expliqué qu'il y a des aspects qui peuvent être positifs et des aspects qui peuvent être négatifs. Pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est de rompre avec l'approche qui était celle du Green Deal et d'une vision qui a été largement critiquée par le monde agricole, non pas tant sur le fait du changement climatique, parce qu'il demeure quoi qu'il arrive, mais sur le fait que continuer à produire pour nourrir en Europe et ne pas être exposé à des importations de plus en plus importantes, je le dis dans un espace où seuls 3% des produits agroalimentaires font l'objet de contrôle et où les non-conformités sont trop nombreuses à notre goût, nous paraît à regarder. Et donc ça nous amène à être extrêmement vigilants sur la manière dont les discussions vont s'ouvrir sur le sujet de la PAC dans les prochaines semaines. Je ne sais pas d'ailleurs, puisque tout le monde dit que ce sera le pilier de la discussion, mais ce ne sera pas la première fois qu'il y a une discussion d'ordre stratégique qui finalement n'est pas reprise. Comme toujours, ces sujets avaient un panel assez large. Je considère qu'il y avait probablement une représentation, en tous les cas, qui aurait pu amener à plus d'efficacité. Mais nous, on veut construire une vision de la PAC qui est clairement une vision sur laquelle l'Europe réaffirme sa souveraineté. Ça me permet de répondre dans le même espace de temps à monsieur le député Lépinault. J'ai effectivement dit que c'était une bonne nouvelle que M. Hansen arrive pour une simple et bonne raison, c'est que pour le moment, à ce stade, je suis dans la comparaison et que comme le précédent commissaire à l'agriculture ne nous a pas laissé un souvenir inoubliable, il me semble que d'avoir quelqu'un qui est un parlementaire aguerri, qui par ailleurs porte une ambition pour l'agriculture, un bon sujet. J'ai ainsi aussi indiqué qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde concernant le Mercosur, et que probablement on aurait un certain nombre de débats avec lui sur des sujets qui ne nous paraissent pas être conformes à la vision qu'on porte. Il se trouve que j'aurai une discussion pour y répondre précisément avec lui la semaine prochaine, pour comprendre un peu quel est son cadre d'engagement, comment il imagine pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des représentations syndicales européennes pour construire le projet. Et j'affirme effectivement qu'un commissaire à l'agriculture qui vient d'un pays dans lequel l'enjeu agricole n'est pas complètement central, ça permet de donner une forme de neutralité, parce que, encore une fois, au niveau européen, ce qui est important, c'est de rassembler, sans pour autant que nous renoncions à ce qu'est notre vision. J'ajoute que nous avions demandé à ce que le commissaire à l'agriculture puisse occuper une place importante dans le cadre du collège des commissaires. Ça n'est pas le cas, donc il faudra aussi qu'on s'assure qu'un certain nombre d'autres sujets qui pourraient le dépasser soient en tous les cas portés à notre connaissance. Sur la question de Mme Buffet, sur les sujets des 39 mesures et de ce qui paraît être essentiel. Tout est essentiel, mais on va... On peut quand même... peut-être le micro. Pardon. Sur les 39 mesures, il y a déjà certaines mesures qu'on va retrouver dans le projet de loi de finances, qui correspondent aussi aux engagements qui avaient été pris par le gouvernement de l'époque. Donc c'est important. Déjà, la semaine prochaine, on pourra vous donner détaillé et on va vous faire passer tous les éléments bien précis. On y a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, s'il y avait des éléments essentiels, c'est bien justement cette notion de revenu. Donc comment on dégage, c'est l'application pleine et entière d'Egalim, c'est les moyens de production, c'est aussi, quand on parle de moyens de production, c'est tout ce qui peut être distorsion. Arnaud parlait des produits phytosanitaires, mais c'est bien sûr c'est aussi l'eau, l'accès à l'eau en qualité et en quantité, c'est tous ces éléments-là qui sont nécessaires à la production. Faut pas l'oublier, dans une année où on a eu pour certains 1200, 1300 mm de précipitations. Et puis c'est tous les éléments sur le fameux droit à l'erreur, l'élargissement du droit à l'erreur, parce qu'avec ces ensembles d'empilement de textes qu'on a mis, c'est que les agriculteurs sont perdus et qu'il faut justement les accompagner. Et puis, si j'avais le dernier mot, c'est justement sur tout ce qui est lié à la simplification, ramener du bon sens, parce que c'est bien ces éléments-là qui grèvent aussi notre compétitivité. Et puis, ça me permet de parler justement sur tout ce qui est lié à la FCO, toutes les remarques qui ont été faites. Je suis moi-même éleveur, et vous l'avez compris. Je suis des Hauts-de-France, donc on sait bien ce qui se passe. Ce matin, j'ai passé ma 2e journée de vaccination. Et je peux vous dire que ce qui est important, c'est que les vaccins arrivent rapidement. C'est la meilleure réponse. Parce que notre cheptel, nos animaux, quand on l'a monté, on a mis des années à bâtir notre cheptel, que ce soit au
ovins ou bovins. Et c'est important. On a la chance, c'est qu'on a les meilleurs éleveurs en génétique en France. Donc c'est aussi préserver les souches, parce qu'on est fiers des fois d'exporter la génétique, mais c'est aussi important qu'on puisse la garder. Il va falloir du temps en ovins quand on a des pertes de 10, 20, 30% pour renouveler notre cheptel le plus vite. Et il faudra accompagner justement par l'accompagnement de trésorerie pour que justement on puisse se refaire notre cheptel le plus rapidement possible. Il n'est pas le moment de baisser les bras. Donc faire tout ce qu'on peut sur la prévention. Je suis moi-même trésorier du FMSE, Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Je peux vous dire qu'on sera au rendez-vous. C'est un fonds professionnel sur lequel on s'appuie de l'État, puisqu'à chaque fois qu'un agriculteur met 1 euro, l'État ou l'Europe met 2 euros. Mais que ce fonds, il a 10 ans. On a aujourd'hui une capacité d'accompagner en partie, mais surtout, ce qui est important, c'est que surtout les nouvelles maladies émergentes comme la FCO3, l'État soit au rendez-vous et qu'à chaque fois qu'on fait de la prévention, la désinsectisation, dès qu'on fait les vaccins, ça coûtera toujours moins cher. Ce qu'on a pu faire sur la grippe aviaire aujourd'hui avec les vaccins de l'année dernière, c'était à l'essai, mais c'est une réussite parce que derrière aujourd'hui, c'est la filière qui rebondit et qui se remet en perspective. Et donc, c'est tous ces éléments-là. Et il faut que, comme l'a dit Arnaud, c'est qu'on soit aussi en rendez-vous de tous ces banques justement sur la génétique parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est d'anticiper. Regardez ce qui se passe à nos frontières. Sur le port, aujourd'hui, on a la fièvre porcine qui est à nos portes de l'autre côté du Rhin. Il n'est pas question non plus qu'elle passe la frontière et qu'on mette tous les moyens pour justement éviter. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans l'accompagnement des agriculteurs qui font la prévention. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de les accompagner moralement, les soutenir et puis de se dire qu'on sera aussi au rendez-vous des indemnisations sur le sanitaire. Sur le sujet de la décapitalisation, la question de monsieur le député Di Filippo, donc aujourd'hui, nos estimations, qui nécessitent évidemment d'être ensuite affinées, et ça a été dit par madame Létard, c'est que chaque semaine qui passe voit le nombre de cas exploser. On pense qu'on ne sera pas loin de 10% du cheptel ovin qui sera concerné directement ou indirectement. Et par conséquent, ça veut dire autant d'annuels, autant de problématiques de renouvellement l'année prochaine. Donc on aura un impact majeur. Je rappelle que cette production fait l'objet d'ores et déjà, de plus de 50% d'importations dans ce pays, y compris de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'ailleurs, et que c'est une vraie préoccupation pour nous, d'où la nécessité de trouver des moyens. Et j'insiste devant vous pour dire que ce sera les pertes directes et les pertes indirectes qu'il faudra prendre. Je dis aussi que l'équarrissage, puisqu'il y a une question qui était de cette nature, est aujourd'hui une taxe qui est prise globalisée. On a eu des problèmes d'équarrissage parce que le ramassage pour des sujets ayant trait à l'organisation industrielle n'était pas fait. Inutile de vous dire qu'en plein été, quand vous avez des animaux au bout de 15-5 jours qui ne sont pas partis à l'équarrissage, ça n'est pas traitable, que l'administration elle-même a conseillé à certains agriculteurs de les enterrer, pardon. Exactement, de les enterrer sur le propre site, ce qui sur le plan sanitaire n'est pas complètement satisfaisant. Mais tous les députés qui, de près ou de loin, sont concernés par ces sujets, évidemment, on se tient à leur disposition pour regarder ce qui est possible et comment on peut le faire. Mais on a besoin de le faire vite. Et je dis sur l'équarrissage, pour vous donner les chiffres du mois d'août, c'est plus 100% sur le ramassage des brebis et plus 25% sur le ramassage des bovins. Ce chiffre est un chiffre moyen qui cache des écarts types très importants en fonction des départements principalement touchés. Il y avait une question sur les 150 €, sur la mesure fiscale à 150 €. Ça ne concerne que les bovins et absolument pas les ovins. Évidemment, la demande des ovins est de rentrer. Puis il y a aussi après des sujets d'équilibre, puisque cette mesure, si elle est entérinée dans le cadre du prochain projet de loi de finances, concernera quasi 50% du potentiel des minimis de la France, d'où l'intérêt aussi de travailler à Bruxelles sur l'augmentation de l'enveloppe des minimis, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Sur la fièvre West Nile dont vous avez fait mention, monsieur le député, on en a d'autres, hein, on a la fièvre charbonneuse dans le Cantal, enfin il y a tout un tas de petits sujets, mais la question était est-ce que finalement notre service, nos services sanitaires et notre protection est suffisante ? Bien sûr, ça n'est pas satisfaisant pour les gens qui sont touchés. Nous, on continue à penser qu'on devrait avoir des banques géniques peut-être de manière plus importante, mais je dois avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a un système en France qui, en termes de veille et de conduite, est parmi les plus vertueux au niveau européen. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Probablement, puisque sinon on n'aurait pas ce genre de cas. Mais vous avez aussi toujours qu'il y a l'équilibre bénéfice-risque et la recherche. Est-ce qu'on peut se doter de vaccins de manière très importante sur des sujets de cette nature ? Je ne suis pas suffisamment compétent pour descendre au cœur de ce
de cette problématique. Ce qui nous paraît en revanche important, c'est de continuer à avoir de la recherche, de l'innovation, des banques géniques, je l'ai dit, pour pouvoir réagir très vite en fonction des variants. Et effectivement, on voit réapparaître des maladies qu'on ne voyait pas. Je voudrais aussi aborder le sujet que vous n'avez pas abordé, qui est celui de la tuberculose bovine, qui nous préoccupe aussi dans certains départements, avec des sujets de perte auto de troupeaux, donc la génétique qui va avec, et tous ces sujets. Et le sujet sanitaire dans l'élevage est un sujet qui est en train d'exploser. On voit de plus en plus des choses qu'on ne voyait pas jusque-là et sur lesquelles on a besoin d'être extrêmement prudent. Sur la question de monsieur le député Martin, sur les conditions de transmission. Donc nous sommes favorables dans les conditions de transmission à ce qu'on appelle, de manière impropre, pardonnez-moi, mais une forme de Dutreil agricole, c'est-à-dire une mesure qui s'applique ni plus ni moins à l'industrie et au commerce, qui permet de transmettre une partie du patrimoine d'exploitation avec des conditions fiscales qui sont les mêmes qu'on observe dans d'autres secteurs. Ça nous paraît important pour faciliter cette transmission. On observe trop d'agriculteurs qui restent longtemps en activité, parfois avec des niveaux de pénibilité hors normes, et qui n'osent pas franchir le pas pour des conditions de transmission. Donc ça nous paraît important. Et les jeunes agriculteurs, que je crois, Monsieur le Président, vous auditionnerez à un moment ou un autre, ont aussi des propositions à faire sur la condition plus jeune agriculteur, avec des franchises de fiscalité et des franchises sociales dans les premières années de l'entrée en activité. Sur la question de Monsieur le député de Vendée, qui nous interroge sur finalement quelle place pour l'espace agricole. Bon, nous, on est très clair, on est très regardant, si je puis dire, sur la consommation de l'espace agricole, et on a toujours été des fervents défenseurs de l'espace agricole pour une raison simple, c'est qu'on sait très bien qu'une fois qu'il est sorti de l'agriculture, il n'y revient jamais. Voilà, et donc, pour autant, on avait essayé d'être assez équilibré sur le sujet du ZAN, considérant qu'on ne pouvait pas s'opposer à une forme de développement économique. Et vous savez qu'il y a de nombreux agriculteurs qui sont engagés dans les collectivités et qui voient bien l'intérêt de développer un certain nombre de services publics, de logements, de zones. Mais on avait voulu cantonner ça, en tous les cas en zone rurale, à maximum 1 hectare pour éviter qu'on observe du mitage et de la consommation effrénée, observant que bien souvent la terre agricole est considérée comme une espèce de puits sans fond dans lequel on pourrait venir pomper. Mais, et ça me fera une transition avec la question de Madame la députée Meunier, c'est qu'en Vendée, on a aussi un gros sujet de zones humides, notamment sur ces zones Ramsar, qui préoccupent sur la capacité à produire. Ça m'amène, Madame la députée, à essayer d'éclairer la question qui est la vôtre. D'abord, pour dire à Jean-Luc que je me tiens à sa disposition pour discuter des conditions de son évolution, parce que, pour ma part, je fais bien le distinguo entre les aides et les MAE, qui, à ce stade, font l'objet d'un financement et ne sont pas attaqués. On verra ce qu'il en sera de la prochaine doctrine, mais vous pouvez lui dire que les engagements, s'ils ne sont pas tenus ou s'il n'est pas payé, c'est le sujet de l'État, mais en tous les cas, les fonds sont là, et nous, on se bat pour que les gens qui n'ont pas été payés puissent l'être. Et quant aux zones humides, je rappelle que la proposition de la Commission, c'était 29% du territoire, et que oui, ça nous pose un problème, parce qu'il y a un sujet, évidemment, de production. Quant à mon influence auprès du ministère de l'Agriculture, je vous prie de croire que je n'ai pas la même analyse, considérant qu'il y a bien des sujets que j'aurais aimé voir avancer et qui n'ont pas été suffisamment à mon goût. Sur la question de Madame la députée Trouvé, alors je suis désolé Madame la députée, mais je n'ai pas les lettres cadres budgétaires, voilà, je suis un homme, vous voyez, ô combien inefficace. En revanche, le sujet est très sérieux pour nous. Parce que évidemment on est très inquiet de la manière dont les sujets vont être traités. On observe que probablement tout le monde aura un effort à faire, et donc de ce point de vue-là, on prendra aussi nos responsabilités. Mais vous le savez aussi bien que moi, et mieux probablement, que le budget du ministère de l'Agriculture, c'est aussi une partie de l'enseignement agricole, qui est une grosse partie budgétaire. Comment se fait la répartition? Je suis absolument incapable de vous répondre. Donc, en revanche, on est très preneurs des informations que les uns et les autres pourraient nous fournir, mais on essaiera d'être patient quelques jours encore, je l'espère, pour pouvoir être éclairé. Sur Egalim et la contractualisation, on est évidemment, nous, très favorables à ce qu'on puisse avancer sur la contractualisation. Alors, on est conscient, parce qu'on l'a écrit comme ça, que tout n'est pas possible et qu'il y a des sujets de marché qui demeurent, parce que, par exemple, en lait, il peut y avoir des sujets très nationaux, mais il peut y avoir des sujets plus globaux, et que quand on compare quelqu'un qui fait du PGC France avec quelqu'un qui a du beurre poudre sur le marché mondial,
c'est quand même difficile d'avoir une analyse, mais je parle à une économie chevronnée, donc je sais que vous savez ça. Mais nous, on continue à rester attachés à la contractualisation sur une partie, tout ou partie, mais ça nous paraît important, parce que cette construction du prix en marche avant, elle nécessite aussi des droits et des devoirs. Et je sais notamment que sur la filière bovine, c'est quelque chose de difficile, qui a quand même comme corollaire le fait qu'un certain nombre d'opérateurs acceptent de regarder. J'ai entendu la grande distribution dire, enfin en tous les cas déclarer qu'elle était prête à regarder. Nous, on est favorable à travailler. On s'est mis au travail avec les représentants de l'industrie agroalimentaire et les représentants de la grande distribution, parce que le sujet est toujours de même nature. Si on n'est pas capable de créer la valeur et de la répartir, eh bien, on n'aura pas de résultat pour le monde agricole. Je le dis aussi, dans le respect du pouvoir d'achat des Français, parce qu'on est conscient aussi qu'il y a parfois certaines limites, mais je ne voudrais pas laisser croire que de la production française est toujours plus chère que de la production qu'on importe. Et puis, il y a aussi un sujet de qualité, et on pourra parler de saisonnalité. Ça m'amène à la question de Madame la députée Laporte sur les tomates. Donc, on porte clairement l'ambition de rediscuter de cet accord qui a plus de 25 ans, qui ne concernait d'ailleurs que les grosses tomates et absolument pas les tomates cerises qui arrivent par millions. Je parlais de ça en transition avec la saisonnalité, parce qu'on sait aussi que la France ne peut pas fournir toute l'année, elle peut une grande partie de l'année. Nous, on se bat pour qu'on puisse en tous les cas le faire. Je mets de côté, mais un sujet qui nous paraît important, c'est qu'une tomate, c'est 90% d'eau, hein, et que de l'importation de l'eau dans le contexte de changement climatique et de bilan carbone qu'on opère, il y a quand même un petit sujet. Voilà. Donc, continuer à bénéficier d'échanges ne nous gêne pas, pour peu qu'au moment où les producteurs français produisent, ils puissent le faire dans un cadre je dirais, loyal d'échange, et ce n'est pas le cas puisque cet accord n'est pas respecté. Et donc le sujet, ce n'est pas dire on ne veut plus de tomates marocaines, c'est dire rediscutons du standard et des conditions dans lesquelles on veut le faire, et à quel moment on le fait. Et puis moi, je le dis aussi, il y a une responsabilité de la grande distribution pour faire en sorte que quand les produits arrivent sur le marché, ils fassent l'objet, évidemment, d'un soutien marqué, et je pourrais dire la même chose pour les fruits et légumes, parce que sur le sujet de la nectarine ou de l'abricot, cet été, c'est à nouveau ce sujet qui est apparu. Vas-y, je t'en prie. Mais simplement, peut-être aussi par rapport au fait qu'on n'ait pas toutes les informations sur le budget, on a quand même quelques informations qui ont filtré, notamment sur le PLFSS et sur les retraites. Je sais qu'André Chassaigne me disait qu'il était écouté en ligne parce qu'il n'avait pas pu être présent. Mais aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, la réforme des retraites telle qu'elle avait été l'engagement du Premier ministre, application 1er janvier 2026, aujourd'hui, elle serait reportée en 2028. C'est pas acceptable. On aurait aujourd'hui des cotisations qui augmenteraient pour les agriculteurs dans le PLFSS pour justement la partie retraite, alors que Matignon nous s'est engagé à ce que le prendre sur l'année dernière. Vous avez fait dans le PLFSS 2024 un transfert d'un taux brut pour les indépendants dont on fait partie, un taux brut à un taux net. Ça a ramené 140 millions d'euros. Il faut aussi qu'on n'ait pas de contribution complémentaire puisqu'on peut le prendre dans cette enveloppe-là. Donc ça c'est des éléments que quand on apprend, je peux vous dire, ça nous met en colère parce que ça fait partie de l'ensemble de ces éléments. Si les engagements, si la parole publique n'est pas tenue, ça serait quand même un élément fort de trucs. Et ça me permet de répondre sur le sujet de la prédation. Et c'est important, merci d'avoir posé la question, même si Madame la députée est partie, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le Doubs, on a plus de 80 aujourd'hui départements qui sont prédatés en 2024. On a une augmentation forte de la prédation. C'est devenu quasiment normal. C'est-à-dire que c'est devenu, on a banalisé la prédation, et c'est juste, quand on parle tout à l'heure du maintien de l'élevage, je peux vous dire que quand la prédation est à nos portes, les gens, c'est un drame déjà moral et humain, bien plus que derrière le problème économique. Oui, en plus, il y a des problèmes de paiement, il y a des paiements par rapport à justement tout l'accompagnement qui a été fait pour accompagner justement sur les chiens de troupeau, mais il y a les mêmes problèmes sur les indemnisations, ça c'est pas tolérable, mais la meilleure des choses, c'est de donner la possibilité aux éleveurs de se protéger, parce que sinon, aujourd'hui, on en arrive à des solutions où encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est inadmissible, qu'on ait aujourd'hui finalement banalisé quelque chose qui au quotidien font que ces gens-là en plus sont dans des zones souvent difficiles, soit en zone de montagne ou en zone défavorisée. Il faut vraiment les accompagner. Ça me permet de parler simplement, c'est qu'on a parlé depuis longtemps, beaucoup depuis d'élevage, mais il faut aussi soutenir nos éleveurs et qu'on arrête justement ces discours un peu extrémistes sur les discours anti-viande, sur les discours justement l'élevage qui serait justement pas la solution. On l'a vu dans le dialogue stratégique au niveau européen. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin justement, parce que c'est aussi ça qui fera que demain, les prairies, vous parliez des prairies, mais pour maintenir les prairies, c'est maintenir le revenu qui est dessus et ce qui va avec, et donner de la souplesse pour éviter justement de sanctuariser les prairies. Je peux vous dire que demain, c'est ça qui fera aussi que demain, on maintiendra les prairies partout en France.
J'ajoute que sur le financement de la prédation, hein, la prévention coûte de l'ordre de 40 millions d'euros et derrière, il y a l'indemnisation. Hein. Je dis aussi que nous étions d'accord dans les discussions initiales pour une population de 500 animaux qui permettait de maintenir l'espèce et qu'aujourd'hui, ça n'est plus sous contrôle, que 82 départements sont concernés par la présence du loup et qu'aujourd'hui, on veut passer d'une logique de préservation à une logique de prélèvement, comme on le fait avec d'autres animaux qui posent des problèmes de prédation. Le budget total de l'État, c'est de l'ordre de 70 millions d'argent public annuel, dont une partie est prélevée sur le budget de la PAC. Ce n'est pas complètement logique que les agriculteurs qui sont les victimes de la prédation soient eux-mêmes, dans leur budget, les financeurs de la prévention. Et je ne parle pas de la non-protégeabilité des troupeaux, parce que notamment en bovin, évidemment, tout ça n'est pas tenable. Il me restait votre question, monsieur le député, je suis désolé, mais je crois que je suis passé à côté. Non, c'est bon, vous avez eu les réponses que vous souhaitiez avoir. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous m'autorisez, monsieur le président, peut-être un tout petit mot de conclusion, sauf s'il y a à nouveau un tour de questions. Bon. Ah, pardon. Monsieur Fugy, agrivoltaïsme, vous avez raison. Pardonnez-moi. Non, vous avez raison. Pardonnez-moi. Non, c'est pas un sujet annexe en plus. Merci de votre réaction et pardonnez-moi. Bon, sur l'agriculture, sur l'agrivoltaïsme, donc une loi est sortie, elle a été, le décret d'application est là, il convient maintenant que les sujets sortent. Il y a deux sujets qui ne sont pas traités, monsieur le député, et qui nécessitent la loi. C'est le sujet du statut du fermage, dans lequel on a besoin de rentrer le fait qu'une activité agrivoltaïque est conciliable avec le statut du fermage, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle, et donc il y a un sujet de vide pour les agriculteurs qui voudraient consentir à ce type d'activité dans le cadre de leur activité professionnelle. Et puis le deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet du partage de la valeur, parce que si nous ne sommes pas dociles à ce qu'il puisse y avoir du déploiement, et encore une fois, c'est à la main des départements dans le cadre des CDPENAF, nous avons évidemment comme souci que la valeur créée puisse être équitablement répartie. C'est l'objet de discussions que nous avons avec un certain nombre d'énergéticiens. Certains jouent le jeu, d'autres moins. Il y a des écarts très importants. Il y a parfois même des promesses qui ne seraient pas tenables. Mais tout ça relève de notre volonté de voir des réponses apportées en termes d'énergie renouvelable qui ne font pas seulement la part belle à ceux qui les déploient, mais aussi à ceux qui offrent le gîte et le couvert, si je puis dire. Sur la méthanisation, même sujet. Alors, il faut qu'on soit précis de quel type de méthanisation on parle. Nous, en tous les cas, sur la méthanisation agricole, on est vigilant à ce qu'on puisse se déployer. On a un certain nombre de sujets qui sont toujours pendants, sur les capacités d'injection, sur l'annualisation des injections. Et on a le sujet de la cogénération, qui est un sujet, là aussi, qui n'est pas résolu et qui met un certain nombre de projets dans des grandes difficultés économiques et qu'on a besoin aussi de voir traiter. Sur le projet Ambition Bio, alors là, on a été très clair. Nous, on a toujours dit que ce qui comptait, c'est que ce soit corrélé au marché. Or, la réalité du marché fait qu'aujourd'hui, les projections, en tous les cas celles qui avaient été portées dans le cadre de la planification écologique, qui portent l'ambition d'une surface en bio à 21% en 2030, sont évidemment hors de portée au moment où on se parle pour des questions essentiellement de débouchés. Aujourd'hui, et j'avais cette discussion ce matin avec le président de Sodial, quand vous collectez du lait en bio, la difficulté à le vendre dans ce segment de marché est évidemment majeure. Et donc pour nous, ce qui compte, c'est de faire en sorte que les producteurs bio qui ont mené des projets puissent conserver leurs projets et faire en sorte qu'on ait le moins de déconversion possible. C'est le terme, pardonnez-moi, mais le moins de déconversion possible, parce qu'il y a des projets de vie derrière, il y a des gens qui ont investi de la sueur, de l'énergie, des finances, et faire en sorte qu'on soit capable de lisser les choses nous paraît important. On a un niveau de déconversion cette année qui nous inquiète dans un certain nombre de productions, notamment en grande culture, et il faut veiller à ça. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de déconversion, c'est veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas un petit exercice de conversion qui viendrait faire un phénomène d'accumulation qui aurait comme conséquence de venir embouteiller un marché qui ne trouve pas de débouché. Je le dis parce qu'il reste encore des secteurs dans lesquels il y a du débouché possible, donc il faut le regarder secteur par secteur. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on perd 1% en agriculture biologique, c'est près de 280 millions d'argent public qui sont brûlés. Et ça nécessite quand même qu'on le regarde avec attention. Et donc,
On peut faire du wishful thinking, comme disent les Britanniques, se dire qu'on sera... Voilà. Ce qui compte, c'est surtout qu'on soit capable de le stabiliser. On aura aussi besoin de la grande distribution, de veiller à ce que les niveaux de marge soient raisonnables et de faire en sorte qu'on ne sacrifie pas les sujets. Une dernière question, parce que je n'avais pas eu le temps d'y répondre tout à l'heure, mais je l'ai bien gardé en tête, c'était la question du député Bito sur les services paiement, services écosystémiques, paiement pour services environnementaux. J'ai dit dans mon propos introductif que dans notre esprit, il y aurait 3 sources de financement. La production alimentaire, parce que c'est le cœur de notre action, qui aurait la production d'énergie renouvelable, parce que de plus en plus d'agriculteurs cherchent à produire de l'énergie renouvelable, du photovoltaïque sur les toits d'élevage, de la méthanisation, l'utilisation de la biomasse demain, qui est un sujet, et d'ailleurs on sait que le bouclage de la biomasse dans le cadre des travaux qu'on avait fait avec le secrétariat général à la planification écologique n'est pas un sujet abouti, et qu'il nous semble qu'on peut être une partie de la réponse. Et j'avais précisé à ce moment-là qu'il y avait aussi ce que moi j'ai appelé les paiements pour aménité positive. Ça peut être ça, ça peut être la contribution à l'activité touristique de ce pays qui est majeure, ça peut être toutes les activités qui contribuent de près ou de loin à mettre en valeur l'environnement et de développer. On a nous-mêmes créé une structure qui nous permet de développer ces services. Il en existe d'autres et ça nous paraît important d'axer là-dessus. Après, la question de fond, ça sera quelle répartition dans l'enveloppe budgétaire européenne sur les différents schémas. Et c'est là où on aura une discussion sur, allez, pour faire synthétique et un peu caricatural, hectare versus homme, sachant que le sujet sera forcément un peu entre les deux. Nous, on sera vigilant effectivement à ce qu'une partie des budgets ne parte pas forcément dans les pays de l'Est, parce que si vous prenez ce qu'est l'activité aujourd'hui, Bulgarie, Roumanie, Pologne, ben, on pourrait voir une partie importante. Et on a dit qu'on était prêt à regarder comment on valorisait aussi le travail des actifs et la valeur ajoutée créée. Donc il faudra qu'on ouvre ces schémas-là. Il faudra simplement qu'on ait un peu le cadre d'engagement, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un projet stratégique qui n'est pas plutôt des intentions plutôt qu'un cadre à définir. Donc il faudra aussi qu'on voit clair sur la partie budgétaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, le budget agricole à Bruxelles représente l'enveloppe la plus importante, entre 27 et 28% du budget européen, et qu'on entend beaucoup de gens s'intéresser à cette enveloppe, considérant qu'il y a plein de moyens qui pourraient être dévolus à autre chose. Donc il appartiendra aux députés européens de faire le job, mais pour nous, en tous les cas, on sera très vigilants. Je termine, et pardonnez-moi encore de ne pas vous avoir répondu complètement, monsieur le député Fugy, je termine en disant que pour nous, ce qui compte, et je vous remercie, monsieur le président, d'emmener une partie de votre commission demain au SPACE, c'est de coller au terrain. Alors je le dis à des députés qui sont toutes les semaines dans leur circonscription. Ce qui compte pour nous à ce stade, c'est de faire en sorte que le décalage grandissant entre la parole publique et le ressenti au plus près des exploitations corresponde finalement à des actions concrètes qui se déploient. C'est ça dont on a besoin. Vous êtes là pour faire la loi, vous avez été élus démocratiquement, nous on jouera notre rôle de corps intermédiaire. On espère que la situation pourrait se clarifier parce qu'on a besoin d'actions concrètes et que le fait de rester en l'air dans le moment dans lequel on est un sujet très anxiogène. Et donc, Monsieur le Président, je me permets d'insister sur la nécessité que votre commission et que l'ensemble des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent fournir un travail qui permet aux agriculteurs de mesurer que votre rôle a des résultats concrets dans leurs exploitations. C'est aussi le message que je m'autorise à vous transmettre, en vous remerciant. Un message très clair et bien pris, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, merci beaucoup d'être venu. Merci aux collègues pour leurs questions. Effectivement, une délégation du bureau de la Commission se rendra demain au SPACE à Rennes pour prolonger in vivo ces échanges. Évidemment, ce n'est que le début du travail. À nous d'être au rendez-vous. Merci beaucoup, chers collègues. À très bientôt.